Son fils, c'est un des plus jeunes milliardaires français, ils ont fait leur entrée en bourse récemment. Non, mais il m'a fait, tu prends trop la tête, tu vends juste des produits. Ouais, parce que lui, il est dans un game encore au-dessus, là. On parle en milliards. On a parlé 15-20 minutes ensemble, et vraiment, moi, depuis ce jour-là, il m'a matrixé le cerveau. Parce qu'en fait, Winner, focus on winning. Les losers, focus on winner. Faut juste s'élever, juste regarder, faire ton truc. Les autres te regarderont quand toi, tu seras dans ton truc, tu seras tellement loin. Et de plus en plus, les lives savants. On le voit avec Hormozy qui fait 100 millions de dollars pour la vente d'un livre grâce au live. la simplicité, c'est la chose la plus dure à faire. Pas parce que t'as le plus de features que ça va fonctionner. On cherche à faire 80-20 et bien. Et celui qui gagne, c'est sa force de distribution et son marketing. Basta. C'est quoi vos prédictions vous, pour 2026? C'est quoi vous pensez d'autre qui va dominer 2026? Partie e-com, en vrai, c'est... Et je suis obligé de le répéter, mais c'est d'appeler ses clients. Je vois trop de gens se cacher derrière un nom de domaine. Je vois trop de gens se cacher derrière un site, derrière leur team. Alors qu'en fait, faut montrer, mouiller le maillot, tu vois. Il m'a rendu riche, ce mec. Il m'a rendu riche. Nouvel épisode aujourd'hui spécial avec Mathéo et un invité d'exception, Bichente. Bienvenue sur la chaîne Master. Merci à vous pour l'invitation. J'espère que vous allez bien. Et puis, on va passer un bon moment. Je suis là pour donner absolument tout ce que je sais, comme d'habitude. Je fais pas trop d'apparitions. Donc, en tout cas, ça me fait très plaisir d'être ici. Et bah, go plier un classique hein, ensemble. Hein. Ouais. Pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux te décrire en 2-3 mots? Bichente, j'ai fait plusieurs millions en ligne, notamment en e-commerce et en software. Donc voilà, c'est mon nouveau kiff, faire du SaaS, du software, même lié à travers une marque e-commerce. Je pense qu'on va pouvoir revenir après. Je suis le fondateur donc, de la marque Digifil. On a équipé plus de 100 000 établissements à travers le monde. Donc, notamment des franchises en France comme Renault, Intermarché, Emma, Decathlon maintenant, GMF, enfin plein de franchises. C'est les petites plaques pour collecter des avis en moins de 3 secondes. Donc très très simple. Et derrière, il y a une superbe application et je pense qu'on va rentrer en profondeur après. Et à côté, je suis le fondateur du groupe TrendTrack. Donc tout simplement, on a commencé par créer la meilleure extension possible pour les e-commerçants. On a fait plus de 25 000, alors qu'on parle 30 000, je crois, téléchargements sur l'extension gratuite. Et puis après, on a sorti un logiciel. Et en 6 mois, un peu plus de 6 mois, on est à plus de 110 000 de MRR alors que je vous parle. Donc plutôt satisfaisant. Et puis, c'est vraiment la vision de créer le mastodonte et le plus gros groupe e-commerce software. Et puis, aller chercher du game à côté de Shopify, tout simplement. Mm. Au niveau des établissements sur ta partie e-com, les 100 000 établissements Mm. qui utilisent ton produit, c'est en Europe ou c'est aux US principalement? Alors, principalement aux USA. J'ai commencé Digifil tout simplement avec mon associé Hugo. Pour refaire la petite histoire, je pense que ça peut être intéressant. Euh, c'est très simple, j'étais en études encore. J'avais mes premiers succès en e-com. Et j'ai commencé un petit peu à faire n'importe quoi avec mon argent. J'étais pas très bien éduqué. Et puis, tu sais, quand tu donnes un petit peu d'argent à quelqu'un qui est jeune, qui aime sortir, etc., bah, il va cramer. J'étais pas forcément éduqué là-dessus. Ça m'a un petit peu flambé les doigts. Même si c'était pas des énormes sommes, c'était déjà énorme pour moi à l'époque. J'ai tout simplement lancé Digifil où il n'y avait pas de système de supply pour automatiser et vendre tous les produits. Pourquoi? Parce que tout simplement, chaque produit est unique avec un code en bas du produit. Il y a un petit code et il y a un QR code à côté. Du coup, chaque produit est unique. Et là, grosse problématique qui était, ok, bah, je suis limité parce que je dois faire tous les designs à la main. Du coup, le petit frère, mon associé Hugo, se met à faire tous les designs Canva. On va chercher des fournisseurs en France au début. Nous, on vivait encore en France à cette époque-là. Donc, À quelle époque? C'était quelle année que tu as commencé? j'étais en 2022-23 par là, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et j'étais encore en France et je me dis, ok, là, on va chercher des fournisseurs. C'est l'idée. On y va à fond. On pourra même le doxer plus tard. Et ça y est, all-in, tous les établissements en faisant d'avis Google. À ce moment-là, tu avais d'autres projets e-com ou tu t'es dit tu vas faire que ça? J'avais un autre projet e-com qui existe toujours. J'ai redonné le projet à la personne. C'était une marque de patch au CBD pour les douleurs menstruelles qui s'appelle Kanaya. Elle a fait un podcast avec Oussama Hamar. Elle a continué la boîte de son côté. Rapidement, c'est une anecdote que j'étais au collège avec elle, elle a commencé l'e-com. Enfin bref, c'était mignon, mais c'était pas ça qui me faisait kiffer. Et en termes de finance, c'était vraiment très DNVB français, etc. Ça m'a pas plu. Pour ça, j'ai all-in sur Digifil parce que j'avais vraiment une capacité à me dire, ok, peut y avoir quelque chose en termes
de valeur d'entreprise énorme à aller chercher. Du coup, je reprends, je vais setup ma supply en France. Je setup ma supply, je contacte vraiment une dizaine, quinzaine de petites agences de communication, tout simplement qui faisaient du design. OK, on sort un MVP, un petit produit rapidement. On fait les ads. Je vais voir un mec, il m'a rendu riche ce mec. Il m'a rendu riche. Heu, il avait un barbeur et je me suis dit: «Putain, je vais aller record chez lui». J'arrive, je vais avec mon petit trépied et je lui montre la plaque. Je lui fais: «Ouais, tu en penses quoi?» Il me fait: «Franchement, je pense que ça va pas marcher». Mais là, je suis dégoûté. Il me dit quoi? Il me dit: «Ça va pas marcher». Je fais: «Mais non, vas-y, fais tes vidéos, mindset», tu vois? Mindset, lâche pas. On parle à ce moment-là qu'il y a même pas un seul gros concu présent sur le marché francophone et qu'on partait un petit peu from scratch. Je fais les créas, je record, j'envoie à mon associé Hugo, il monte et là, premier jour, un bon 5-6 de ROS, first week et là, je me dis: «Bon, bah, let's go, on va se caler». Sauf que, bah, plusieurs challenges derrière, la supply, envoyer les colis à la main et c'était un putain de bordel parce que moi, j'allais encore en cours à côté. Je vais en cours, on close un Intermarché, qui ils voyaient nos ads, je crois en équipe, tout en inter et là, je me souviendrai toujours, je ferme le PC et je drop out. Genre ça y est, je me dis: «C'est le moment, faut que je Dès que tu as all-in eu dessus». Intermarché qui Ouais. t'ont. Non, excuse-moi, c'est un Leclerc. Je Mmh. confonds parce qu'on a équipé, la franchise, directement, c'était un Leclerc. C'était un petit Leclerc. Je me souviens dans une région genre perdue, genre la Creuse ou une connerie dans le genre et je me dis: «Mais même là-bas, ils sont éduqués, ils passent une commande à plus de 2-3K sur le site». Je me dis: «Ça y est, il faut Mmh. que je all-in dessus» et la marge, elle est folle parce qu'au final, c'est du produit en plexi. Mais ce qu'on vend derrière, c'est la technologie et c'est ça que j'ai compris après. Donc du coup, on fait ça et on commence à arroser le marché, francophone tout simplement. Et quand tu as un Leclerc qui te prend, tu peux avoir tous les autres, plus facilement aussi? Parce que moi, j'ai eu, l'expérience de vendre des désinfectants et j'étais accepté dans une station-service et ça a fait crescendo direct sur toutes les stations-service de toute la Suisse instantanément, juste en disant qu'eux l'ont pris et ils ont tous FOMO. Ouais, c'est ça. Donc Ils se parlent beaucoup en event, il y a des communiqués dans la franchise et vraiment ils vont chercher à des ça va être beaucoup plus simple quand tu as un interlocuteur, hein et ils font des réunions, des petits points, 1 ou 2 fois par an. Donc c'est à ce moment-là, souvent, ils parlent des nouvelles technologies, mais c'est ça, c'est un petit peu ça le process et comme quoi c'est fou, juste en faisant des pubs méta, on peut pas se limiter à du B2C parfois, Mmh. on peut même run des mmh choses en B2B et faire des choses très bien, quoi. Mmh. et là en B2B, Ouais, qui est aussi, aux US pas mal? Ou totalement. Donc, je refais, par ordre chronologique. Donc là, on déploie en France et je me dis: «Je dois attaquer les USA». Pourquoi? Parce que, tout simplement, je tape le nombre de business physiques, Mmh. ne serait-ce qu'à New York. ah c'est Ça éclate la France. je crois que tu as 13 des personnes aux États-Unis déjà qui sont entrepreneurs ou qui ont un business. Mmh. Déjà ça c'est juste Ouais, énorme le et taf. ils achètent beaucoup plus qu'en France. Genre, c'est leur business, ils ont la mentalité, il faut faire, faut acheter, il faut se développer. Ils achètent beaucoup mieux qu'en France. Là, juste pour se reconstituer, tu faisais combien de chiffre d'affaires à cette époque, avant de t'expandre aux US? Je sais plus, je crois qu'on avait déjà fait un M, un truc comme ça. Ok, ça te permettait déjà de bien vivre. Ouais, Ouais. c'est Ah, cool. ouais, Puis à côté, j'avais 2-3 prestats, 2-3 choses. Je me suis toujours ouais. débrouillé pour trouver de l'argent. Ça, je suis très, très débrouillard. Ça, c'est pas un souci. Finalement, je fais même plus forcément ça pour l'argent. C'est plus la mission et il y a un game de valorisation à aller chercher maintenant. Tu Mhm, vois, moi, je suis quelqu'un de très simple, même si j'adore les belles choses. Je pense qu'on aime tous les belles mhm, choses, c'est très important. Mais non, très simple, je vivais très, très bien, pour un niveau, français moyen. Surtout, j'étais assez jeune et du coup, je peux raconter, ouais, l'anecdote des USA parce que je me suis cassé tout simplement de la France pour aller aux US quand j'ai lancé, Digifil là-bas. Genre physiquement ou juste le tu as Ah les 2, choisi? OK. les 2. mhm. Je suis parti directement. Je lance Digifil, aux USA. Donc avant, il y a eu tout le process, en Chine. Je call, mon associé maintenant qui est Thomas Salik, qui avait à l'époque, Oh My Case, qui a lancé plusieurs SaaS. Donc il est venu, il est rentré sur la boîte. Ah, c'est ton associé sur Ouais, Digifil? Mmh. ouais, Ah, je savais pas. on Si, travaille mais il avait ensemble. dit parce qu'on faisait des masterminds en Suisse et il OK. était venu, à un des Ok. masterminds et c'est là que je suis aussi qu'avec Ouais, Ouais, on travaille avec j'aime Thomas. bien, j'aime bien. ouais, D'ailleurs, big up à Ouais. lui. ouais, Sa il est top, chaîne, c'est Tom Builder. Si vous l'avez checké, il parle beaucoup de software aussi. Ouais, il est très bon, très bon. très fort. On Très mettra, fort. on mettra un lien aussi. Très Il fort. est pas facile, on mettra. On donnera de la Bah, à force. l'occasion, je sais Ouais. pas s'il va revenir sur Dubaï un jour, mais à l'occasion, je pense qu'il
peut venir avec grand plaisir, il a plein de choses à raconter. Il nous rejoint dans le projet. Je lance un testing bête et méchant aux US, je vois que ça prend. Je book mon billet d'avion et je pars aux US directement. Je vais, en Arizona, je me souviendrai toute ma vie. J'arrive, en Arizona, superbe résidence. Je me pose, je regarde, il y a une vente à 1 rue près. Un business owner, là-bas en Arizona. J'étais à Scottsdale précisément et là je vais sur, ChatGPT et je tape, genre combien de business il y a à Scottsdale ou à Phoenix en gros en Arizona et je me dis: «Waouh, c'est déjà, 10 ou 15 fois supérieur», moi je suis lyonnais de base, de Lyon. Je me dis: «Beh, c'est là le marché, c'est là le game». Et donc on lance vraiment, on arrive à scaler sur du 20 KD, aux US, full méta sans bien bosser derrière. Ça, c'est pour la partie e-com et après il y a la partie sales B2B derrière où au final, moi je suis plus dans ce truc de game de CA, mais vraiment aller chercher un EBITDA super clean avec une magnifique marge, setup des teams, vraiment de sales. Plus tard, bah, maintenant il y a un software autour de Gfil et vraiment créer tout un écosystème où OK, il y a du e-com, il y a du sales et à côté il y a du software. Attends, juste pour revenir, quand t'es arrivé aux US, du coup, Ouais. t'as eu une vente juste à côté où t'étais Ouais. et t'es allé le voir ou t'as Non, non? je me suis chié dessus. Ah OK, OK. C'est pour ça que j'ai pas raconté. J'ai esquivé la question, je me suis chié dessus. J'avais un anglais tellement bancal et ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Non, tu sais, tu peux même mettre le même «oui, j'ai fait la p», tu vois? Genre ça, c'était totalement moi, j'y suis jamais allé. Mais après, par contre, j'ai beaucoup bougé aux États-Unis à ce moment-là et je suis parti en Californie, à San Francisco. J'avais un software à côté. J'avais Sensor que j'ai revendu. J'ai fait mon premier exit, donc je faisais ça aussi à côté, où j'avais un game, OK, je fais du e-com, je fais du SaaS, j'aimais toucher à tout. Maintenant, je suis bien structuré, bien drivé, je me suis bien entouré. On est dans le bon, on est dans le vrai, je sais quoi faire pour les 5 à 10 prochaines années à venir. Du coup, je pars, en Très Cali. important. Désolé de te Oui, couper, bien mais sûr. très, très important. En gros, juste pour remettre du contexte, là, tu as de l'expérience et en ayant de l'expérience, le conseil que tu pourrais te donner à toi d'avant, c'est maintenant, au bout d'un moment, c'est d'avoir une vision sur plusieurs années, savoir exactement où c'est que tu vas. Dans ton domaine où c'est que tu as fait tes armes, c'est que là, tu es bon et c'est que comme ça que tu peux scaler à des hauts niveaux. Tu peux pas scaler à des hauts niveaux en touchant à tout, puis d'un coup découvrir un business et c'est ce business qui va te faire scaler. C'est plutôt, il y a plein de business qui marchent, c'est pas selon vous, hein. Et où c'est que tu te focuses, si bien sûr ça marche pour les autres, bah là, tu vas pouvoir scaler. Ça. 100 faut vraiment être segmenté dans son focus et se dire: «OK, la vie, elle est linéaire et c'est fait d'effets cumulés» et par exemple, demain, tu passes 5 ans dans l'e-com ou 10 ans, mais tu seras un mastodonte Mm. et on a tous une forme de profil et c'est ce que je conseille souvent parce qu'à côté, je fais un petit peu de consulting one-one, à l'heure, très rapide. Je veux pas d'accompagnement et cetera parce que ça va être une perte de focus, mais j'aime le contact humain et j'aime enseigner tout de même. Pour ça que je fais ma chaîne YouTube, je fais mes vidéos et je fais aussi mon podcast de mon côté, mais vraiment, je me dis: OK, c'est quoi le meilleur business pour soi-même et là où tu vas te sentir le mieux? Il y a des gens, ils vont se forcer à faire de l'e-commerce alors que mec, il serait tellement plus fort dans du sales, dans de l'infoproduit ou dans autre chose. Faut pas se fermer qu'à une seule Mhm. chose. Pour ça, au début, tu as un petit peu ce syndrome-là de tout toucher et après, une fois que tu as trouvé ta zone de génie, bon, bah, je pense vous 2 c'est l'e-com, boum, tu campagnes dessus et tu passes 5 ans à 10 ans dessus et tu deviens un mastodonte, quoi. 100% d'accord. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu fais de l'e-com pendant 10 ans, tu vas pas perdre 10 ans si ensuite tu switches un business. Il y a quelque chose qui s'appelle juste de pouvoir reprendre les compétences et tout ce que tu as appris et l'adapter dans un marché. Et ça peut faire aussi très très mal. Ça, tu peux arriver sur un marché avec des techniques d'e-com. Surtout, l'e-com, c'est très complet. Pour moi, l'e-com, c'est le meilleur Ouais, truc tu deviens un pour. couteau suisse, ouais. Ah ouais, et en fait, tu arrives sur un business de SaaS, tu arrives sur un business de même en business physique réel. Et en fait, tu vas appliquer des stratégies d'e-com que les gens n'auront pas appliquées et tu sauras qu'est-ce qui marche. Et là, tu peux faire très très mal. Mais il faut acquérir des compétences, devenir expert dans un domaine avant de switcher. Je conseille. À moins que le business te convient pas et vraiment tu le sens que ça te convient pas. Mais si c'est juste ça marche pas et que tu veux changer parce que ça marche pas et tu penses que l'autre va être mieux, je conseille pas. Vraiment, je suis d'accord avec toi et je l'ai vu, par exemple, dans Gfil où mon aspect très bourrin quand je suis arrivé dans du B2B. Personne Ouais, vendait comme on ouais, faisait. Un e-commerce B2B comme ça. Mais on arrivait en mode rouleau ouais. compresseur. Avec Thomas, la supply connectée, tout dans l'application. OK, Thomas, Hugo, mes 2 associés, là, on va lancer un software derrière. Ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on apprend et je le vois dans les SaaS, comment je suis arrivé en Mmh. mode e-com bourrin dedans, au Mmh. final. Parce que le couteau suisse que tu parlais tout à l'heure avant Nico, c'est vraiment ça. Tu apprends le copywriting, faire des pubs, gérer, une trésor, gérer du stock. Connaître les tendances. C'est une folie.
Ouais. Et, C'est sur- c'est et le meilleur surtout, trop-plein. avec le profit en premier lieu. Ouais, cash. Tu vois, c'est-à-dire qu'avec l'équipe la plus petite possible. Alors, ça dépend Ouais. des gens. Parce Ouais, que ça si dépend tu vas des parler gens, start-upers ouais. d'NVB, Ouais. eux, ils vont pas parler de profit. Non, Mais moi nous, je on va parle parler d'e-com, profit. des dropshippers. Je parle de dropshippers qui se Ah, mettent. il a dit Voilà. le mot. Il a dit le J'ai mot dit clé. le Passe mot. de dropshipper à brand owner, ouais, t'as toujours en tête l'équipe lean Bien sûr. et fast. Ouais, Et tu fast, t'adaptes ça. ultra Et rapidement. débrouillard. Ouais. Pour moi, le dropshipper parfait que je vois, je dis l'archétype, c'est un rebeu, débrouillard, qui fait de l'argent chez lui dans sa chambre. Et ça, j'en connais tellement et qui font tellement d'argent. Mais en fait, ils ont ces profils débrouillards qui est indispensable dans le business et surtout dans l'e-com. Et pour vous, c'est quoi être débrouillard et pourquoi ça marche? Principalement dans Faire l'e-com. de grandes choses avec rien. Et au final, Digifil, j'ai fait de grandes choses avec rien. J'ai pris un trépied, un iPhone, et encore à l'heure actuelle, c'est moi, je fais les créas. Mm. Et ça m'a pas empêché d'arroser les US et faire plus de 100 000 établissements dans le monde en 2 ans. Et tu tournes les ads avec toi-même? C'est-à-dire, c'est toi la face, tu parles en anglais? Alors, bon, tu m'en demandes beaucoup là. Je te rappelle, je suis débrouillard, mais pas trop. Ok. Non, en vrai, beaucoup de hate-gen, beaucoup de faceless, Mhm. toutes ces conneries-là. J'ai un très bon monteur. Moi, je suis très bon pour prendre les gens meilleurs que moi, leur donner une vision, les driver, on va dire, ok, on va atteindre ça. Et quoi qu'il arrive, on va y arriver. Tu vois, quoi qu'il arrive, c'est pas possible de faire autrement, on va y arriver. Pour ça, j'essaye vraiment d'enlever toute la négativité possible. Où là, j'ai des associés beaucoup plus opérationnels et qui me ramènent dans le vrai, des fois, parfois dans les chiffres ou autre chose. Mais je vais peut-être pas les faire rêver, mais ils savent où il faut aller. Et c'est ça le plus important, tu vois. Et comme quand je dis, je lance un nouveau software, je vais attendre les X, par exemple, là, les 6 chiffres de MRR en moins d'un an. Mais en fait, dans ma tête, c'est normal. C'est normal d'être à ça parce que dans ma vision, le véhicule que j'ai construit et ce que je travaille depuis tant de temps, je devrais déjà être à 300. Pour moi, je fail là. Tu vois, pour moi, c'est un fail dans ce que je fais. Pourquoi? Parce que toujours, je mets la step au-dessus. Et j'aime bien ce truc-là. Tous les gens qui me disent un truc, c'est impossible, bah, je vais le faire. J'adore l'impossible, j'adore pousser les portes et c'est pas grave de fail. J'ai fait plein de stratégies sur Digifil. On a eu une zone pendant des mois où c'était compliqué. Mais derrière, changement d'offre, par exemple sur le software, ça déclenche toute la machine et bah, si tu convertis 15-20% de tes clients du e-com et ta LTV ou le plan annuel, c'est à 120 dollars sur le software et tu vas upsell tes petits clients, ça fonctionne et tu débloques ton business. Sur Digifil, vous êtes équipe de combien? On est un peu plus d'une dizaine. Un peu plus d'une dizaine entre des sales US, sales FR, quelqu'un dans l'opérationnel, content stratégiste qui m'aide à côté. On a tout le SAV, ces choses-là, quoi. Quand tu dis sales, Ouais. ils font quoi exactement? Alors, ils prennent. Ils upsell ou c'est quoi? Alors, non, les sales, dans le rôle de Digifil, ils ont un but très simple. Déjà, gérer les leads entrants. Parce que moi, quand je vais dépenser sur Meta, et je suis en train de vraiment faire des stratégies de collecte de leads sur des ads, même pour les franchises désormais, pour aller tabler. Une fois que j'ai ma recette small business, maintenant je vais target vraiment encore plus les franchises et aller réupsell parce que si tu vends un plan de SaaS à une franchise à coût de 1000-2000 balles par mois et t'es dans les process, ça coupe pas, ça churn pas. Les mecs, tu vas bosser avec eux pendant 5 ans à 10 ans. Du coup, c'est très simple. On a des deals entrants en dépensant sur Meta. Et à côté, on lui dit, c'est ça l'objectif de CA, va les chercher. Lui, son rôle, ça va être d'identifier en interne de Digifil des petits franchisés qui appartiennent à un grand groupe de franchises, comme on parlait avant au début. Mhm. Et remonter, comme un petit cafard à la source, et closer. Et vous faites des stratégies d'ambassadeur? Parce qu'aux States, c'est très courant de gagner de l'argent avec ce business en simplement vendant des plaques Digifil Ouais. ou je sais pas. Ouais. Même faire de l'ads sur ça. Ouais. C'est que Confort, ils ont Confort, donc ceux qui sont passés de Oui, bien 0 à sûr. 500 M l'année là, ils run des ads pour trouver des affiliés. Et ils sont même rentables sur ces ads là parce que les affiliés du coup ils achètent le produit et ça leur fait des centaines et des centaines de nouveaux affiliés qui promouvoient leurs produits et ensuite ont un pourcentage, donc ils sont ultra motivés à partager le produit. Parce
que vous faites ce genre de choses. I'm going to give you guys like a really good tip that I kind of wanted to keep to myself, but I'm not going to do it. So we run ads on Meta to recruit affiliates. We're profitable on those ads, on sales, on the company to get affiliates who then buy again with the 30% off discount code. So it's like killing two birds with one stone. You could get 3,000-4,000 affiliates a day profitably and then bring them into your community and have them earn money. Alors, ce qui est super intéressant, comme tu le dis, Nico, c'est venir humaniser le business avec ces stratégies-là. Nous, on veut le faire. Je suis en train de trouver une recette, mais tu sais, le problème, quand tu as une boîte comme ça avec 3 pôles, tu peux tout et rien faire. Et c'est hyper simple de perdre son focus. Actuellement, je suis en train de tester ça, mais avec des têtes ambassadrices de nos clients en interne. Et après, je vais venir scaler ces stratégies-là. Je suis en train de le process. Je le teste en France. Pourquoi? Parce que c'est ma langue. Une fois que j'ai le process, boum, je shoot sur les USA sur notre base mail. Et après, j'aimerais bien trouver cette stratégie-là. Et même, il y a des choses très simples à mettre en place avec des figures d'autorité. Là, on parle beaucoup de cette stratégie de partenaire. Par exemple, dans le Brand Tracker Trend Track, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti une feature où, par exemple, Hugo de Flytex, que vous avez reçu sur la chaîne et que je connais bien, tu vois, on voit Hugo combien il dépense avec toutes les créas. Pourquoi? Parce que eux, ils dépensent en Europe. En plus, l'ad spend remonte sur la page d'Hugo et on voit la page partenaire avec tous ces influenceurs. Et c'est marrant qu'on en parle maintenant parce que pour moi, c'est le retour de l'influence marketing en faisant ça. Ouais. Et quand on a des insides, les CPC sont divisés, les CPM sont divisés. Et ce que je dis souvent, pourquoi on me dit t'as pas peur de la concurrence avec Diffil ou quoi? Allez aux USA avec $3 de CPC. Bon courage. C'est très très dur d'être rentable en cold traffic. Nous, on arrive à l'être. On peut même scale à perte désormais parce qu'on a un rouleau compresseur derrière. Et ça, je me dis, c'est de la barrière à l'entrée. En plus de tout ce qu'on a pu développer à côté. Et 2026, je suis super d'accord avec toi et je le vois même dans du consulting avec les gens avec qui on parle. C'est le retour d'un mix d'influence marketing, d'ambassadeurs avec un mélange d'ad, tout simplement. Et c'est trop bien. Ouais. Je sais pas, vous, ce que vous en pensez, je vous exactement retourne ça. la question. C'est exactement ça. C'est exactement la même ça. vision On en a que parlé j'ai. dans le dernier podcast avec Sophia, que on le voit sur le marché actuellement. Genre, dès que tu le fais du partnership ads, CPM réduit, ROS élevé, et ça ajoute énormément de trust. Et les gens, ils ont besoin de trust, ils ont besoin de voir aussi qu'il n'y a pas que, par exemple, la page de la brand qui fait de l'ads, mais qui c'est partenaire avec les personas, les influx personas de l'acheteur. Et ça, c'est quelque chose que vous faites là aux US? Ouais, je suis en train d'essayer. En France déjà. En France, ok, Ouais. c'est ce que tu disais. ok. Parce que c'est plus simple, j'ai une proximité de la langue et tu sais, je connais comprends. je connais plein de potes business owners et comme d'hab, tu sais, il y a plein de gens, ils me disent oui, d'abord USA, tu peux copier en France, etc. Mais le marché francophone, il est très compliqué. Les Français, ils ont de l'oseille, ils sont casse-couilles. Parlons français. Bon, vous êtes Suisses tous les deux. Les hein deux Suisses, ouais. Ouais, ça y est. Mais on comprend. Ouais, j'ai deux Suisses à côté de moi là. On comprend Non, la mais moitié. tu vois ce que je veux dire sur le marché français? Ouais. Ils sont chiants, ils sont relous. Donc si ça marche en France, les USA, ils sont Ouais. moins chiants, ça va fonctionner. Ouais. Toutes les DNVB françaises, je le vois avec TrendTrack ou d'autres gens en user, mais lancez aux US, allez-y. Et c'est une autoroute si le produit est validé en France. Et il y a trop de gens, ils me disent oui, tu reprends des US, tu vas copier en France. Ouais, mais la barrière à l'entrée, pas la barrière à l'entrée en termes de distribution du produit ou autre, mais la barrière d'ICP, de persona, tu vois. Mhm. Et pour ça que tu prends une DNVB française, tu la scales aux US, ça se fait. Simplement, il faut avoir les compétences parce qu'il y aura plus de concurrence. Ouais, les couilles et la trésor aussi. Et ça. Exactement. Ouais. Faut avoir les couilles d'y aller Ouais. aux US parce que c'est pas simple et on sort de sa zone de confort constamment. Je Exactement. pense que vous renez aux US tous les deux. Ouais. Toi, je sais. Et c'est très important de se dire là-bas, c'est là-bas où tu fais fortune. C'est pas pour rien que tout le monde run là-bas. C'est là-bas de faire fortune. C'est simple Ouais. de faire fortune aux USA quand t'as le product market fit. Un vrai product market fit, ça pète aux US. Mhm. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on en revient au début du podcast. Tu me disais la mentalité des entrepreneurs, Digifil, small business ou autre. Regarde, small business aux USA. En France, on appelle ça un commerçant. Mhm. Ouais. Ça change tout. Un petit commerçant. Mm. Je les adore, mes commerçants, je vous adore. J'adore ça, c'est très bien, mais c'est vraiment commerce de proximité d'abord, rendre service aux autres, alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment capitalisme. I'm a business owner, tu vois. Mhm. Ils sont vraiment là-dedans. C'est une mentalité totalement différente. Et même au niveau de la compétition, on en parle beaucoup, la concurrence.
on avait inscrit sur ceux qui étaient là au mastermind le week-end passé, et c'est quelque chose qui est très important, selon moi, c'est les winners focus on winning, les losers focus on winner. Et c'est quelque chose de tellement important. Il y a trop de gens en fait qui passent leur vie à regarder ce que font les autres, à regarder ce que font les concurrents et à être mal ou être dans la concurrence. Alors en fait, au final, il faut juste s'élever, juste regarder, faire ton truc. Bien sûr, il faut être proche des concurrents, il faut regarder ce qu'ils font, etc. Mais pour moi, il faut être concentré sur ton truc et les autres te regarderont quand toi tu seras dans ton truc, tu seras tellement loin. Et je sais pas, toi qui est dans des niches, c'est que c'est pas mal concurrent. C'est quoi ta vision par rapport à la concurrence? J'adore la concurrence, c'est trop bien. Pourquoi? Parce que ça élève le marché. Au final, j'ai jamais autant scalé aux US quand j'avais le plus de concurrents. Revenez sur le marché, venez m'aider à éduquer le truc. C'est trop bien. Il y a des concepts de funnel, il y a des ads à récupérer. Enfin, c'est chiant d'être leader dans son marché, au final. C'est chiant, c'est relou. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas le karaté pour aller développer un pôle sales, aller développer un pôle software et le petit e-commerçant normal, une fois qu'il a fait son beurre: «Ah bah, je suis plus rentable en cold traffic méta, j'arrête». Et toi, du coup, aux US, là, en ce moment, tu as dit que tu as un rouleau compresseur Ouais, derrière ton produit de base ouais. qui fait que tu peux spend beaucoup plus. Tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi ta secret sauce là aux US J'ai pour mis du scaler? temps, hein. J'ai mis des mois parce que j'avais pas de business, sur quoi se calquer et franchement, putain, on a galéré. Qu'est-ce qu'on a galéré à trouver cette recette-là? Oh là 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 là. Quand j'y repense, c'était un enfer parce que, Ah, ça avait pas de concurrent qui le faisait du coup. bah non, Tu tu vois, des pars tu concurrents, pars ils d'une faisaient feuille genre, blanche. ils vendent une fois le produit et finish. Ouais, C'est ça. mais c'est pour ça qu'ils disparaissent, parce qu'il y a aucune plus-value dans le temps. Mhm. Regarde, c'est très bête. Je vends des avis de la plupart de mes produits et on va revenir sur pourquoi c'est hyper intéressant de sortir des nouveaux produits tous les 2, 3, 4 mois et des nouvelles variantes. Je vends des plaques avec des avis Google. C'est trop bien de vendre une fonctionnalité pour répondre automatiquement à ces avis-là et leur expliquer à tes clients que en répondant à tes avis Google, vous allez gagner 30 de notes de référencement et vraiment venir éduquer et comprendre ce business-là. Parce que le problème, c'est que moi, j'ai pas eu de business physique. C'est hyper dur quand tu as pas eu le business et tu dois incarner quelque chose et rentrer en profondeur sur un métier très précis comme ça, sur des personnes beaucoup plus âgées. On parle pas de faire du e-commerce en slip. Parfois, j'envie ces gens-là, tu vois? J'envie ces gens-là de me dire: «Putain, c'est vrai que ça doit être bien». Mais après, en termes de valo et EBITDA et ce que je mets en place et mec, ça tient pas. Les gens ne partent pas quand tu crées une solution parfaite en B2B. Et quand tu bâtis une réputation solide avec, des franchisés, des franchises et des business, ça reste des business. Donc ils ont une compréhension autre que le pur et dur, e-com DTC. Après, on peut donner de la value DTC si vous voulez plus en profondeur, hors Digifil ou autre, il y a pas de souci d'ailleurs. Et c'est quoi un peu le process quand quelqu'un achète ton produit? C'est quoi le OK, funnel ou comment ça se passe pour vendre cette upsell là? très simple, il achète son produit, il configure son produit et on cherche à lui donner de la value pour le re-upsell derrière. Ok. Et au final, la simplicité, c'est la chose la plus dure à faire. J'ai tellement complexifié les choses. J'ai tellement fait de features et c'est comme d'hab. C'est pas parce que tu as le plus de features que ça a fonctionné et c'est pour ça que tous les «concurrents» entre guillemets de tout l'e-commerce sont là à s'arracher sur des features, rajouter 500 000 trucs, mais non, on cherche à faire 80-20 et bien et celui qui gagne, c'est sa force de distribution et son marketing. Basta, c'est comme ça et surtout les US, ils sont prêts à payer très cher pour une seule feature unique et un truc qui marche très bien. Là où le français, je le vois en SaaS, que bah, maintenant ça va être mon troisième et là bientôt quatrième, cinquième, sixième, dixième du groupe. Soyons fous. Mais le problème, c'est que les Français veulent tout et moins cher au même endroit. Alors que l'US, il veut un truc qui marche très bien quoi et payé, au juste prix quoi. Ça, c'est la grande différence. Du coup, avec cette upsell là, c'est ça qui vous permet d'être extrêmement rentable en Meta Ads et là de pouvoir en 2026 run limite en break-even sur la Mmh. première offre et être extrêmement rentable avec cette upsell là. On a C'est ça déjà la strat? on a déjà, commencé, mais même on peut le faire en termes de leads qui tombent parce que, par exemple, nous, on a un game de personnalisation. Ça, c'est aussi une différenciation monstre. Pourquoi tu vas venir chez nous? On peut avoir le suivi des scans dans l'application. On peut personnaliser tes produits. On peut te faire tout ce que tu veux ou renvoyer et vraiment co-développer un projet avec les gens. C'est ça le plus important. C'est vraiment une proximité entre ton référent, ton sales, qui vient te donner de la value, qui fait un espèce d'audit sur ton business et qui te dit
Putain, ça serait super à tel endroit dans ton business, tu déposes des plaques ici. Tu vends une application? Ah bah, on peut te faire, une application classique et c'est pour ça qu'aux USA, on a eu des franchises comme, Six, enfin, des locations de voitures, on est en train de bosser, enfin, il y en a plein, en fait, il y en a plein. Je Tu, parle souvent du français parce qu'on se reconnaît mieux, Mhm. tu avec fais en aussi français. Trustpilot ou c'est juste Google Alors Review? justement, c'est très marrant que tu me parles de Trustpilot parce que j'ai eu un call avec le CEO de Trustpilot Hmm. et je lui dis quoi? Je lui fais, enfin, c'est lui, il m'envoie un message bête sur LinkedIn et moi, tu sais, je me réveille, normal le matin, je regarde mon tel, le petit café, tu vois? Et je fais: «Ouais, non, c'est pas lui», tu vois? Je calcule pas. Mais je me prends pour qui pour mettre un remis de 3 jours? Et après je retourne sur LinkedIn, mais je suis un ouf en fait, c'est son vrai compte. J'appuie dessus, je vois, Ryan, il s'appelle. Il me fait: «Ouais, j'adore vos produits. Est-ce qu'on peut faire un call?» Je fais: «Bah ouais, on va faire un call». Et tu vois, le call ça se passe hyper bien. Trustpilot qui sont valorisés, d'1 milliard, hein, ils sont en bourse. Je le prends en call et je lui dis, attends, il est où? Bah, j'ai pas mon téléphone et je lui dis: «Mais, toi, t'as quoi comme téléphone?» Il fait: «Bah, un iPhone». Je fais: «Bah, comme moi». Je fais: «Mais pourquoi, Apple, c'est le meilleur service client au monde et ils se font détruire sur Trustpilot, ils ont une étoile? Pourquoi toutes les boîtes sur Trustpilot, elles se font détruire?» Je lui fais: «Parce que tu collectes que les avis en ligne. C'est là qu'on peut faire un truc ensemble». Donc là, on est en attente parce que c'est très long en process. Il y a des choses à faire. Peut-être je me porte l'œil en parlant comme ça, mais je me dis: «C'est pas grave, l'anecdote est bonne Non, quand même» et je pense que On ça en parle ça va avec le notre faire. commu. non. Notre commu, ça aide. Bah, du coup, ça s'est bien fait et puis on se follow up et je pense en 2026, là, on est en train d'échanger tranquillement et on avance vers ça et j'avance vraiment dans une synergie de: «OK, je vais aller dans des salons de la franchise, je vais aller exposer, je vais faire des concepts, d'artistes en mettant peut-être mes plaques un peu partout, laisser parler ma folie, rencontrer mes clients, inboard le plus d'agences et faire un truc cool sur ce volet-là, tout en développant à côté toutes mes compétences et tout ce que j'apprends, bah, en papier et pour donner le meilleur, pour les e-commerçants à travers plein d'applications dans un groupe, Traintrack tout simplement». Top, top. Pour, pour Vas-y. Trustpilot, tu Ouais. pourras juste. Tu contactes le CEO de Trustpilot et tu Non, dis que c'est lui, il m'envoie un message tu sur dis que tu LinkedIn. refuses son offre parce que tu as regardé leur Trustpilot et ils sont pas bien notés. Il va comprendre que ça fait. Pour moi, Trustpilot, c'est des voleurs. C'est des voleurs, c'est des escrocs. C'est vrai Putain, que elle est bonne celle-là, je Hein te la prends. Je Tout, te la prends. tu lui diras juste, et ça va lui faire réfléchir. Et après, tu dis, bon, débloque mon pote. Et tu Il va m'enverras gingembre. tu m'enverras mon Ouais, site. si tu veux, débloque. Parce qu'en gros, nous, on a une brand, c'est qu'ils nous ont bloqués parce qu'ils veulent qu'on paye obligatoirement. Ah, c'est 1200 balles, je crois, la première C'est ça, offre. c'est C'est ça. ça? C'est ça. Ah, ils sont bons. Et Et ils dans sont bons. 1200 balles, si t'as un business ou t'es en physique, t'auras ta petite digifile. C'est ça. Mais ouais, ils ont monté un vrai business. D'ailleurs, il n'y a aucun concurrent sérieux de Trustpilot. Et ça, c'est un truc à faire. Surtout, on a discuté Bon, le t'as fois dans les Google meetups. Review du coup, mais c'est pas vraiment. Ouais, mais c'est pas. Il y a quelque chose à C'est faire. très local. Ouais, Ouais. exactement. Pour les shops en ligne, il Ouais. n'y a pas vraiment de concurrence. C'est fou quand même. Et pour moi, il y a quelque chose à faire. On a déjà dit avec les e-commerçants. 100%. On crée un Trustpilot fait par des e-commerçants, qui sera mis en avant par tous les e-commerçants. Du coup, il sera très vite viral et très vite plus hypé que Trustpilot. Oh, bah, J'espère qu'il- Traintrack, les gars. Ça fait des avis. Bon, on peut en faire, on peut développer une branche comme ça. Non, ça va être dans la vision communautaire de ce qui va arriver en 2026, mais il y aura un système de vérif comme ça disponible, je pense. Mais je digue là-dessus, j'avance tranquillement à mon rythme. Là, on est dans un game d'IA, tout le bordel avec les devs. Moi, j'y comprends rien. Vous savez que j'ai appris à screener avec les touches de raccourci là récemment. Et ça m'empêche pas à faire plus de six figures par mois en recurring Ouais, avec après, un c'est- software et manager des devs, tu vois. Parce que le 20 du 80, il est pas là. Les gens ne le comprennent pas. Exactement. Moi, pareil, moi, je parle des créatifs, mais j'y sais rien. J'ai appris juste des phrases bateau à dire pour les gens. Non, j'ai quand même dû m'y mettre. Non. Non, mais oui, on Ouais. s'y met forcément. Mais non, les je langages, rigole. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, à certains niveaux, ton levier, il est pas dans le micro-task. Et tu l'as compris. Les gens, c'est ce que je pense que certains comprennent pas. Et nous, c'est ce qu'on voit quand on discute avec des entrepreneurs high level. C'est qu'en fait, quand tu parles des choses trop micro, non, qu'est-ce que tu me parles de ça? Plus important, recrutement, mettre les bonnes personnes. Le reste, il trouvera la solution. Mm. Et c'est ce qui différencie pour moi entrepreneur high level qu'on connaît à d'autres. Je sais pas que Les vous en bonnes pensez. personnes Ouais. au bon endroit surtout. Du coup, pour tes projets, c'est quoi ton process de recrutement?
Est-ce que aussi le fait d'avoir une présence en ligne, ça t'aide? Et est-ce que tu fais des ads pour recruter? Comment tu recrutes? Très, très bonne question. C'est clairement ce que je cherche encore à m'améliorer et je pense que ça vient à force de recruter et à force de faire comme tout. J'ai la chance d'avoir une audience. Donc quand je shoot une offre sur LinkedIn, je dois avoir, 6 K bonhomme, je sais même pas comment d'ailleurs. Je dois avoir 6 K et quelques sur LinkedIn et puis ton offre avec ton process, j'ai un truc très simple qui élimine tous les gens. Le loom vidéo. Mmh. Montre-moi ta gueule en 5 minutes et qu'est-ce que tu peux m'apporter? Mmh. C'est vrai que dès la première seconde, tu dis: «Ah non, lui!» Ouais. Et après je c'est tire un pratique, ouais. Excel, c'est ça, je te jure Nico. Avec tout le respect Nico. Je tire un grand Excel et je mets des coches rouge, orange, vert. Les verts, ils vont passer un call avec la personne, en responsable. Donc des fois c'est moi, des fois c'est un de mes associés ou alors c'est un des CTO sur les 2 boîtes, quoi. Et feeling et si j'ai le moins de doute ou je le sens pas dans les 10 15 jours, ça dégage. Casse-toi. Genre vraiment. Genre vraiment. S'il y a des doutes et la personne n'est pas autonome, pars. J'ai regardé un podcast là récemment, d'un software ingénieur, français, francophone ou français, bref. Et je regarde son podcast et je recommande à tous. Cherchez, c'est un mec, qui intègre Tesla, un français ingénieur, et il explique, le process de recrutement d'Elon Musk. Mmh. Tous les entretiens qu'il a passés, les process, la Qui pression que psychologique. Elon Musk a passé ou alors que lui a passé Non, lui a pour passé pour rentrer voilà, chez ouais. Tesla, pour rentrer chez Tesla et les 2 3 rendez-vous one-one qu'il a eu avec Elon, en vrai et c'est trop intéressant et j'adore regarder des podcasts de gens très corpo parce qu'au final, pour faire des millions et des grosses boîtes valo, on est obligé de passer par là. Donc c'est un peu mon dada, je me suis forcé à rester sur WhatsApp, faire des groupes, jusqu'à ma limite. Je suis en train de passer sur Slack, je suis en train de professionnaliser. Je trahis la Honda du dropshipping de base, tu vois? Mais, des fois, tu es obligé, quoi. Tu peux plus à une certaine step, c'est malheureux. 100%. Moi, j'étais de base, je suis contre le corporate et j'évitais tout ce qui était corporate. Et au bout d'un moment, j'ai vite remarqué que tu es obligé d'être organisé, tu es obligé d'avoir une certaine structure. Sinon, tu peux juste. C'est trop difficile à scaler. Mais tu peux encore rester hors de tout ce qui est néfaste trop corporate. Toi, t'es pas obligé d'avoir une énorme équipe pour ton business e-com, d'avoir un directeur pour chacun, de faire des conférences, de prendre toutes les décisions en faisant passer par le directeur, ensuite le subdirecteur, etc. Tu peux faire lean, mais tu dois quand même être corpo, bien être organisé. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris personnellement. Ouais, vraiment, de toute façon, c'est petite team, grosse marge, gros bénéfice, hein. Faut garder la Ouais, mentalité. 100%. 100%. Et ta liste du coup Excel où il y a tous les looms, etc. et toutes les personnes qui join, qui candidatent, tu l'as fait grossir comment? C'est juste tu postes sur LinkedIn Ouais, en je mode shoot, normal, mais tu je mets un peu shoot. d'ads ou c'est comment? Non, 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 C'est quoi non, ta strat? en vrai, j'ai de la chance encore pour le moment de mon agence suffit, le bouche à oreille suffit parce que, tu sais, les mecs, ils se taguent un peu entre eux. Hem, C'est quoi? C'est LinkedIn posts, Twitter, à droite à gauche les ouais, personnes? Insta Story de temps en temps et quand j'ai pas la pépite, là, actuellement, je cherche un très bon product designer d'ailleurs, contactez-moi pour, dans le groupe Traintrack, ou même autre. Des fois, ce qui est bien, c'est que je peux faire la jonction entre boîtes, entre 2 profils. Ça, Mhm. c'est super et ouais, je cherche un super mec en ce moment en design au niveau product, nous faire des trucs assez ouf et toujours être en avance et dans sa zone de génie et tu vois, les pépites comme ça, bah, peut-être tu as raison, je devrais tester de l'ad. Mhm. C'est bien. J'adore, tu vois, des moments comme ça parce que là, je vais ressortir du podcast, je peux pas tout noter, mais je Mais vais essayer pareil, de moi j'ai des revenir. idées, là je rappelle, je note. Ouais, là en gros, on a fait une petite pause pour qu'on puisse noter nos notes. Ouais, Parce qu'il plein faut d'idées savoir, là. ce qu'il faut savoir, c'est que dans les podcasts, le but, et je pense que c'est ce que vous appréciez, c'est qu'on partage en direct, on brainstorm aussi. Et du coup, ça fait qu'on nous, on a plein d'insights. Honnêtement, on va pas se mentir, on apprend plein de choses. Et c'est toujours très enrichissant. D'ailleurs, les invités, ils aiment venir aussi pour avoir des idées. D'ailleurs, des idées qui apportent beaucoup. On a pour beaucoup d'invités qui ont implémenté des trucs qui ont beaucoup changé leur business. Et en plus de ça, vous en profitez en direct. Donc voilà la petite pause. Et du Puis coup, abonnez-vous. ouais, Abonnez-vous à la chaîne Master, les gars. c'est vrai qu'on l'a jamais dit. Bah oui, il faut du CTA. Et justement dans LinkedIn, ça d'ailleurs j'ai un petit learning, une petite astuce, pour avoir un meilleur taux de réponse quand on fait du headhunting.
C'est un tips qui vient du founder d'une grosse agence de headhunting. En gros, tu viens déjà voir les brands concurrents. Ensuite, quand tu es sur une page d'une brand concurrent, tu as à droite des brands similaires. Tu viens toutes les regarder. Tu peux regarder ensuite quelle position il y a quelle personne et quelle position. Et tu viens DM ces personnes-là. Et au lieu de faire un DM générique comme tout le monde fait, son glitch pour avoir un taux de réponse beaucoup plus élevé, c'est de faire un audio parce que ça fait beaucoup plus humain. Et juste tu dis hello, j'espère que ça va bien, etc. J'ai vu que tu étais dans ce poste-là, etc. On est intéressé pour avoir des personnes aussi similaires dans ce rôle-là. Et ensuite, on attend sa réponse. Et quand il répond, on peut envoyer le message générique. Mais faire un message audio, ça t'ouvre beaucoup plus de taux de réponse que juste un message textuel. Et c'est ce que j'ai appris là récemment. Du coup, on l'a mis directement en place. Mais bon, malheureusement, LinkedIn, même pas, j'ai eu 4 bans là. Ah ouais? Ouais, ça va très vite dans les bonnes DM sur LinkedIn. Mais c'est pas à cause de ça en fait, c'est parce que à chaque fois je me fais un nouveau compte et j'envoie plein de demandes de relations et en fait j'en fais trop à chaque fois et maintenant j'ai appris que Fais des posts. Ouais. Mm. Fais des posts avant, charge-le. Ouais. Moi, ça marche bien. D'ailleurs, LinkedIn, je suis en train de restart une stratégie organique parce que pour Digifil, les mecs sont là-bas aussi. Ouais. Surtout Les aux franchises US là sont pour là-bas. toi, ouais. Ouais, après, là, je fais avec mon compte français vu que j'envoie un petit peu de partout. Mais ouais, je vais restart LinkedIn. Alors, LinkedIn Ad, je me suis renseigné une fois. Je sais pas si vous avez déjà regardé, mais on est sur du 15 $ CPC ou des conneries comme ça. C'est Mais- une dinguerie, genre. Ouais, c'est c'est une cher. dinguerie. Mais LinkedIn Ads, on parle bien de tu fais un post par exemple comme si tu faisais un post sur Upwork et tu le boostes. Ah non, Non, lui, il parle ads, là, ads. je parlais ad. LinkedIn ad hors recrutement. Si juste tu veux run sur Ok, ouais. LinkedIn en Ouais, ad, mais la c'est- régie, c'est la cher. régie publicitaire LinkedIn ad, mais genre c'est du 15 balles de CPC, des Ouais. dingueries, genre. Ouais, c'est très cher. C'est très 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 cher. Moi, je me suis dit, mais C'est c'est mieux pas Twitter possible. pour ça. Je Twitter, connais c'est pas moins du tout. cher. Ouais. Pour le B2B, Twitter, je sais que Twitter. Enfin, personnellement, j'en fais pas, j'ai pas de B2B, mais ça marche mieux Twitter que LinkedIn. Ouais, faudrait que j'essaie. En plus, j'ai Mm. fait un petit post là sur Twitter avec des projets récents. J'aime bien partager parce qu'au final, c'est cool les petits designs. J'ai partagé Decathlon, Renault, elle est stylée. La GMF, une connerie dans le genre. Et une connerie, comment je parle de mes clients? Un peu de comportement. Non, vous m'avez compris. Vous connaissez la DA après tout si vous êtes à ce moment-là de l'épisode. Mais ouais, j'aime bien partager le design et les gens ils kiffent en vrai parce que c'est Mhm. stylé, tu vois. T'arrives à faire des bons produits et moi j'aime bien. Donc en vrai, tu sais, les posts Twitter, Mhm. juste avec le nom de marque, tu cherches, ça fonctionne très bien Ouais. en ad. Même les statiques, ça fonctionne très bien. Euh, Tout marche, en vrai, tous les formats marchent. Il faut juste être hyper créatif. Et justement, on en revient tout à l'heure au point que tu parlais, Nico. Vraiment, 2026, et ce qu'on est venu anticiper aussi avec Traintrack, avec afficher déjà toutes les pages qui dépensent le plus sur les marques dans le brand tracker. Vraiment, on peut déjà tout traquer. C'est quoi les meilleurs profils influx qui fonctionnent, pourquoi, comment. Lié à l'adspend. Donc ça, c'est en Europe. Et s'il n'y a pas d'adspend, on peut voir là où ça le pointe le plus d'ad s'ils sont AdSpend, ça US. se base sur le nombre d'impressions à peu près. Impression, et après tu fais du custom avec ton CPM. Mais on a vraiment traqué la meilleure data. Et puis, CPM par pays est différent ou ouais, traqué- non, tu peux filtrer, t'as toutes leurs conneries, les devs. Et puis t'as mon gars Hugo qui est sur le product du matin au soir, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et après, tu peux venir custom avec ton CPM précis. De toute façon, en Europe, c'est toujours du 10, Ouais, du à peu 10, près, 12, mais- 13, 15 maximum. Les gars, vous aurez jamais la science infuse. Le tout, c'est comprendre ce qui marche le mieux et faire un 80 ventes partout. Et puis d'ailleurs, la data, c'est la meilleure parce que vu combien ça me coûte par mois de serveur et autres conneries en termes de coûts, je leur ai dit, les gars, on a intérêt d'avoir une structure pour aller à je ne sais combien là. Ils m'ont fait, ouais, t'inquiète pas, ça va le Tu vas faire. scaler aux US du coup, c'est ça ton plan aussi. Là, Scale aux US, on est déjà en Ouais. grande partie là-bas sur Ok. Traintrack aux USA, mais ça avance bien, tranquillement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, beaucoup d'affiliations. Et ils sont très éduqués en affiliation aux USA. Et c'est marrant parce que j'ai plein de top affiliés où ils prennent des cartouches tous les mois, tout simplement. Euh, et c'est très simple, pourquoi? Parce que ça fonctionne. Quand ils push, ça fonctionne, les gens y restent. Moi, mon but, c'est pas faire de l'argent front, c'est que les gens évoluent, aillent en interne avec Traintrack et bossent vraiment tous les jours et que ce soit vraiment l'outil qu'ils ont besoin pour la data, la veille et l'IA.
l'IA, je suis en train d'innover en IA et il y a des dingueries qui vont arriver. C'est quoi vos prédictions, vous, pour 2026? Justement, on parlait d'ambassadeurs, etc. C'est quoi que vous pensez d'autre qui va dominer 2026, selon vous? Mmh, Partie e-com, en vrai, c'est la trust. La trust est envoyée à balle de micro-influx. Hein. ouais, Genre, on me l'a ouais, ouais. donné. Non, t'as raison, On- c'est ça. Mmh. Et après aussi, quand tu vends un produit, avoir un produit. En fait, c- au plus tu as un meilleur produit, au mieux ça sera. Parce que si tu as un produit avec lequel tu peux envoyer à des créateurs et que ils sont satisfaits du produit, pour moi, c'est ça un des points les plus importants en 2026. Que ton produit soit adapté à ce que énormément de créateurs puissent en parler et que eux-mêmes soient satisfaits du produit. Donc, la qualité du produit et aussi de se distinguer des concurrents, c'est absolument banger pour 2026. Ce sera ça le game. Donc, Je suis d'accord. Je suis d'accord. On pouvoir arrive dans scaler un. drastiquement et avoir une armée de personnes qui vendent ton produit. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Moi, ma vision pour 2026, c'est très similaire à la tienne. C'est qu'on arrive dans une sophistication de l'e-com assez élevée. Ce qui veut dire que maintenant, tout le monde est éduqué sur comment faire du marketing. Tout le monde est éduqué sur comment faire des créatives. Voilà, c'est simple maintenant de faire des créatives du media buying. On va dire que c'est simple parce que on a l'éducation. Maintenant, ce qui va arriver, c'est la satisfaction client. En premier, c'est-à-dire le produit. Si tu as un produit bancal, ça va pas durer. Et ensuite, les gens seront éduqués sur beaucoup de produits, de marques similaires. C'est-à-dire qu'il y aura l'aspect humanité qui va être très importante. C'est-à-dire, quelle est la marque à qui j'ai le plus d'humanité? Pas celle qui met en avant le plus de claims, pas celle qui met en avant, qui travaille avec des docteurs, etc. Mais ça va être plus un jeu humanitaire. Ok, je m'identifie aux founders. Ok, eux, ils sont bien. Et ça va passer avec les ambassadeurs. Tu vois, les ambassadeurs, Comfort, pourquoi ça marche aussi? C'est parce qu'en fait, ils ont une vision et je crois qu'ils font des dons aussi, Comfort. Ouais, Ils font des dons et en fait, c'est la mission. En fait, les gens adhèrent à la mission et au produit. Donc en Mais fait, ça les rejoint gens 2 points. adhèrent aussi à bien manger en commission. Bien Parce qu'en sûr fait, aussi. leur produit, il a un AOV assez élevé. Et chaque créateur reçoit quand même beaucoup d'argent pour chaque vente. Bien sûr. Donc ça, c'est aussi un point... Mais en fait, il faut combiner ces trois-là, comme on a dit, avoir un bon produit, ensuite avoir une vision de la brand et humanitaire. C'est-à-dire, c'est pas juste la meilleure offre. Là, ça va être aussi de l'humanité. Tu vois, les gens vont acheter aussi pour la marque. Ils vont acheter pour la marque, peut-être pour l'histoire. C'est ça qui va différencier. Et après, les ambassadeurs. Même les lives. Je pense qu'il y aura des lives, de plus en plus de lives. Vous voyez que Nico, à chaque podcast, il change de coupe. Dites-nous laquelle vous préférez. Non, en fait, non. Je crois que C'est c'est un parce que fouteux. c'est pas- Ouais, c'est un exactement, il se prend fouteux, pour un genre. joueur de foot. C'est pas de base, j'avais pas de cheveux, tu vois. Du coup, là, ça pousse. Et en fait, quand tes cheveux poussent, à chaque fois, ça change. Ouais, c'est Ouais. une transition. Et là, un du peu. coup, je suis en train d'attendre d'avoir encore plus de cheveux pour les mettre en arrière. Voilà, pour la petite Ok. anecdote. Donc, quand t'avais pas de cheveux, t'as mis quoi? Des graines qui ont fait pousser tes cheveux? C'est Bah, passé en, comment? vrai, rose. en vrai, ça poussait vite. Hein. C'est... Ouais. Parce que toi, Là, t'as des cheveux très fins, tu vois. Fins et pas bouclés. Ouais. Il a acheté les graines où? En Thaïlande? Ouais. Il faut Thaïlande, arroser ouais. avec de l'eau bénite. C'est ça. Et ok. Et j'ai pris les suppléments après. Mais ouais, pour le live, je disais, je pense même que certains gros acteurs du e-com vont faire sur ce prochain Black Friday Cyber Monday, genre avec des dizaines d'acteurs live tout le week-end du Black Friday Cyber Monday. Je pense que ça va vraiment être quelque chose d'insane. Et de plus en plus, les lives savants. On le voit avec Hormozy qui fait 100 millions en un live, 100 millions de dollars pour la vente d'un livre grâce au live. On le voit aussi en infoprenariat, tous les webinaires qui font des millions et des millions, les lives savants. Et les lives, ça apporte plus de trust que les contenus tout court. Mhm. Donc, Parce qu'il y a l'aspect humain. c'est On ça. voit l'humain, on a plus d'authenticité. Ça rejoint à ce qu'on a dit avant. Tous les codes organiques reviennent Ouais. au final. On revient vraiment à une. Tout est cyclique. Et je pense que tout ça, c'est dû parce que il y a un mouvement d'IA et on sait plus si c'est vrai ou pas. Et au final, bah, les gens, ils veulent se raccrocher à un truc. Ok, bah telle personne, ça se voit, c'est une vraie influx, une vraie micro-influx. Et même si tu la vois Ouais, avec l'IA, ça va. en page partenaire, par exemple, alors c'est très simple pour faire du partenaire. La personne partage sur ses réseaux, elle va activer un petit truc dans les paramètres, elle vous partage le code et vous pouvez le rentrer dans votre business manager et faire des ads dessus. Bah, au final, on retourne. Et puis aussi, il y a un truc, vous leur dites que vous envoyez du trafic, elle va gagner des followers parce que les micro-influx, Mhm. les influx, ils font ça pour les followers. Genre, littéralement, tu vas lui donner du buzz. Genre, c'est Mhm. ça qu'ils veulent du buzz. Et en plus, ils vont gagner de l'argent. D'ailleurs, tu peux rémunérer, donner des primes, peu importe, faire des systèmes de paliers. Il faut revenir un peu au système Herbalife Thermomix sur ce genre de programme
de Un micro-influence. peu MLM. Ah, il a dit les mots-clés. Non, vente de proximité porte à porte. C'est autre chose. Non, en vrai, sérieusement, c'est un petit peu ça et vraiment, on revient dans un système de communauté, d'influx, micro-influx et vraiment venir mixer des codes sociaux. Founder, ça fonctionne très bien comme tu l'as dit avant, Mathéo et je pense que ça, c'est comment je vérifie plus qu'un Trustpilot, qu'est-ce qui se passe derrière? Comment je vérifie les gens qui push? Comment je vérifie, est-ce que les gens il y a un mouvement de foule, en fait. Il y a un mouvement de foule, c'est ça, c'est anticiper la masse. C'est quoi les produits tendances et pourquoi c'est une tendance? On le voit, par exemple, dans tout ce qui est brand community. Bon, je pense on a tous des whoops à la table. Toi, il est caché? Moi, il est au bras. Pourquoi les cacher? Non, mais j'aime bien ne rien voir en fait Ah dans OK, les je bras. comprends, je Donc comprends, là, il est- je comprends. De Ah, base, j'allais l'enlever parce que tout le monde l'a. J'aime pas quand quelque chose que tout le le mec monde a. différent. Mmh. Vous voyez une Rolex. Moi, je vois la montre que j'ai offert à mon père, les 2 mêmes modèles de son année de naissance et à chaque fois je la regarde, je pense à mon papa ou à mon père. Pourquoi tu le fais pas avec juste une casquette? Parce qu'une casquette, c'est complètement différent. Là, je lui Ouais. ai offert le jour de ses Ouais. 50 ans. Ah Je oui. lui ai offert le jour de ses 50 ans sa Rolex et son C'est fils a la ça même pas ouais. et quand j'ai des bons jours comme ça, je la mets et ça me fait penser à lui et il y a c'est comment tu vas prendre un objet simple et le transformer et le storyteller et avoir de la valeur. Et surtout Vous voyez une Rolex, Mmh. moi je vois un objet d'appartenance en connexion avec mon père et ce qui est 100%. totalement différent. Mais ce que je voulais dire avant, c'est que moi, je porte pas de Rolex, je porte pas de Whoop pour pas être comme tout le monde. Mais ça, c'est un truc que je travaille. En fait, c'est un truc que je devrais pas le faire. En fait, pour moi, c'est un truc que je travaille parce que, ok, si trop de personnes font quelque chose, automatiquement, je dis, je ferai différent. C'est la mentalité que j'ai eue jusqu'à maintenant. Et là, je suis tendance à changer, à me dire, en fait, si j'ai envie de faire, je fais parce que j'ai pas besoin de prouver aux autres que je suis différent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, maintenant, même si tout le monde a un truc et je me dis: «OK, c'est cool, je le fais à ma propre manière», mais je vais essayer de c'est un truc que je travaille. C'est un truc que je travaille parce que s'il y a tu sais, tous les entrepreneurs Mmh. font quelque chose, même sur mon premier Q4, j'étais pas rentable, je dis: «Ils sont tous rentables au Q4, moi pas». C'est négatif, c'est con, ça sert à rien. C'est de l'ego au final. Après, Exactement, c'est un jeu d'ego, exactement. Ouais. C'est ça. En fait, au final, je me dis: «Tous sont comme ça, moi je suis différent et je dois prouver aux autres que je suis différent». Donc au final, je prouve quand même, donc au final, Ouais, mais ça a pas de sens. par exemple, pour cet exemple-là, tu le fais pas vraiment vu que tu l'avais déjà, Ouais, ça voilà. fonctionne bien pour toi. Donc ça, c'est pas en mode tu prouves rien du tout. Et pour le whoop, si je reviens juste sur ça, j'allais m'en débarrasser et prendre un ring. Bon, d'ailleurs, j'ai déjà eu, mais j'ai perdu 2 fois celui-là. Mais en gros, la data que Whoop a, elle est, elle est sur tellement d'utilisateurs que la data sur ton sommeil, etc., elle est assez accurate. Et elle est même très accurate. Et même maintenant, ils ont ajouté le lifespan tracking qui est vraiment pas mal. Donc c'est pour ça que je le garde. C'est parce qu'il y a énormément de data. Mais du coup, je ne veux pas forcément l'avoir visible. Bon, non, c'est. Mais Ouais, bref, c'est une bonne babiole ouais. quoi. C'est une bonne connerie. Mais pour revenir à ça, le conseil que je pourrais donner maintenant, comment j'applique, si tout le monde fait quelque chose, toujours se poser la question, et si je le faisais pas, parce que peut-être des fois il y a des opportunités ou des choses à voir de manière différente, donc toujours se poser la question. De toute façon, si on est tous des entrepreneurs, on est tous des entrepreneurs. Si vous regardez ce podcast, c'est que vous pensez différemment des autres, et il faut toujours voir, faut pas suivre la masse, il faut voir s'il n'y a pas une opportunité plus intéressante. Mais par contre, se dire ok, je fais juste pour être différent, comme je faisais, c'est pas ce que je conseille. Après, on se dit ouais, on est comme tout le monde, mais on est déjà une micro-niche dans une micro-niche. On est vraiment 1% des gens. Hein. Alors, regarde, c'est hyper niché ce qu'on fait. Ouais. Faire des vidéos, même vos stats, les miennes sur le podcast 100%, c'est hyper niché. On se rend pas compte. Et en même temps, c'est une grosse force de frappe de distribution. Et même sur ce qu'on fait, au final, il y a pas 100 000 e-commerçants français qui font de l'argent. Exactement. C'est le reste. C'est un petit noyau. Mm. On est vraiment des microbes. Ouais, c'est vrai. Dans la communauté, on est des microbes. Il Ouais. n'y a pas 500 000 personnes. Au final, genre, là, tu regardes ça, mais il n'y a pas beaucoup de gens. Et du coup, on en était au brand community. Ouais. Et ça, c'est. Bon, moi, Ouais, je l'ai les pris, communautés, moi, je l'ai pris c'est- dès que CR7 l'a porté. Moi, je le dis, je suis un fan de CR7. Mentalité charbon. Non, vraiment, j'aime beaucoup CR7. Et d'ailleurs, mon rêve, c'est racheter l'Olympique Lyonnais de chez moi. Et du coup, ouais, je l'ai vu, il a porté. Et même en termes de funnel, si tu fais de l'e-commerce, comprendre, moi, dans mon cas, ok, c'est quoi, sur ce bracelet-là, c'est quoi le business model d'abonnement
partenariat, parce qu'au final, moi, je l'ai gratuit, hein, cette connerie, jusqu'à 2028. Hein. J'ai juste partagé dans mon Telegram, je l'ai gratuit. Et du coup, je paye pas. Je me dis, bah, je vais le garder. Et derrière, le programme ambassadeur qu'ils ont fait, c'est incroyable. Et c'est vraiment une brand community. Il y a d'autres brand community. Le CrossFit de base, c'est une brand community. Et au final, un peu le yoga matcha. Non, pas yoga Pilates, excusez-moi. Pilates Si je dis ça, matcha. je connais pas. Non, Pilates, matcha, vous Ouais. savez, Ouais, Pilates, ouais. c'est de la community. C'est des mouvements de tendance de communauté. Et le matcha, c'est pareil. Là, tu vas voir le UB qui va arriver. Enfin, c'est des mouvements, en fait. UB, c'est quoi? C'est la boisson violette, là. C'est comme le matcha. TikTok Shop, j'ai vu, ouais, là. Ouais, j'ai vu. Ouais. Comme d'hab, perte de poids, Mais, matcha. mais ouais, création de communauté autour de ta brand, ultra banger. Mais j'aimerais rajouter aussi un point clé pour avoir une brand à succès en 2026. C'est soit deux choses, en gros. Soit avoir un énorme AOV avec une énorme marge, ou quelque chose qui se rachète. Ça, c'est primordial. En tout cas, ça va simplifier tout le reste. Franchement, la métrique que je dis de base tout le temps, pour réussir en e-commerce, il te faut 1, ton time to market, 2, la bonne offre et le bon pricing, 3, ta stratégie d'acquisition / créative. Il faut vraiment aligner tout ça. S'il y a une des équations qui n'est pas alignée, ça va pas marcher. Ensuite, c'est vraiment une marge 4, 5. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, les gars, minimum. Surtout maintenant avec le coût d'acquisition, les CPM sur Meta en général. Derrière, vraiment, comme tu l'as dit, du recurring, possibilité de software ou d'abonnement. Par exemple, il y a eu plein de planches de Pilates et derrière, tu avais des abonnements liés à une application de sport. Je me suis beaucoup inspiré de ça pour Digifil, par exemple. C'est un peu les modèles. Même si c'est pas dans votre niche, allez toujours vous inspirer dans le marché ou le même terme de véhicule. Genre décomposer les business models. Et c'est ça qui m'a vraiment aidé, c'est prendre un Figma, commander sur des sites et tout calculer. Genre vraiment faire des screens de tout et tu mets OK, page là, offre ici, machin. Et cette vision-là, je suis en train de l'amener par exemple à Traintrack. Bon, à l'heure actuelle, désolé les gars, j'ai scrappé tous vos emails de toutes les marques et toutes les LP, ça sera disponible tout dans Traintrack. Prochain Q4, on verra tous vos emails de Black Friday de cette année. C'est le jeu. Et du coup, vraiment, le truc, c'est vraiment décomposer et faire cette vision-là, de vraiment tout savoir et avoir toute la data et pouvoir redistribuer les cartes. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour comprendre les offres, les variations, etc. et revenir constamment. Il y a aussi un truc très très bien que je suis en train d'implémenter. C'est Wayback Machine. On m'a vanné en vidéo une fois, j'ai dit Maybach Machine. Ah ouais. Genre comme la voiture. Enfin, genre comme la marque, là, la Maybach. Là. Mais ça fonctionne encore ce site? Il me Ouais, semble ça que- fonctionne Ok. encore. Ok. Et en fait, ça prend des screenshots séparés. Et du coup, c'est ce que je suis en train de faire, des screenshots de tous les mois. Comme ça, on pourra voir aussi les variations d'offres. Parce que tous ces process-là, je les faisais déjà moi-même. Et je me dis, comment je le distribue, je le donne aux gens. Et bah ça, c'est grave bien, je pense. Mhm. Parce que du coup, tu peux voir les variations, comprendre les funnels. Et moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Pour revenir là-dessus sur le concept de véhicule, du rachat, vraiment, ça devient très, très compliqué. Ou alors, si vous êtes dans de la fashion, sortir constamment tous les trimestres ou la cosmétique, des nouveaux produits, innover. Co-développer avec vos clients. Moi, par exemple, là, je suis en train de sortir une plaque Airbnb. On a tous voyagé dans des Airbnb. C'est un enfer pour trouver la Wi-Fi. C'est un enfer pour avoir la ligne de conciergerie. Mais si tu arrives dans l'entrée et tu mets ton téléphone et ça t'ouvre un espèce de Linktree avec toutes les informations, t'appuies dessus, ça connecte à la Wi-Fi automatiquement, c'est génial. Bah, par exemple, ce truc-là, je vais demander à des owners de Airbnb, de logements en courte durée, en location. Et derrière, bah, c'est quoi ton feedback? Est-ce que t'aimes ou pas? Et après, tu vas confronter vraiment ton produit. Airbnb d'ailleurs, les reviews c'est super important parce qu'il y a une peur en français qui est en train de grossir, c'est tu sais ceux qui ont des Airbnb et qui mettent des caméras à l'intérieur. Ah oui, oui. Ben, le fait de voir que un Airbnb est bien noté, ça vraiment les rassure. Il y a des Je sextapes pense de toi, Nico Cinco. le fait de forcer les gens à mettre un avis dans un Airbnb, Ouais. parce qu'il y a pas tout le monde qui en met, tu vois? Ouais. Bah, ça peut être Bah, bien en fait, pour le problème, c'est que je me suis posé la question là, mais c'est après ton logement. Enfin, c'est après avoir séjourné l'avis qui est envoyé, pas directement. OK, mais mettre pas un QR code qui follow up après à quelques Ouais, jours, tu vois? ça, je vais y penser justement pour l'améliorer. C'est une hyper bonne réflexion. Ouais. Et au replay du podcast, je vais réécouter ça. Mais j'y ai pensé. Et là, c'est niveau tech. Et je pense qu'il faut un game d'API avec Airbnb. Il faut que j'aille les contacter, le trouver. Et puis comme d'hab. Hein. Tu dirais, c'est quoi tes armes secrètes pour réussir dans
entrepreneuriat. Être proche de ses clients, capter les tendances et être humain. Je pense que c'est hyper important de De comprendre plus en plus, ouais. ce que les gens ils veulent, tout simplement parce que l'argent, il se fait sur la LTV dans la durée. Pour moi, c'est pas directement que tu dois faire de l'argent. Je vois trop de gens en consulting ou autres qui ont une vision à 6 mois, 12 mois, très court-termiste. Pour anecdote, j'étais au Burj Al Arab, invité tranquillement avec un ami, et je rencontre un des plus grands milliardaires français, et on se met, on dirait Hakim Ben Othman hein, qui parle là. Vous pouvez le clipper. Non, en vrai, sérieusement, je le croise par hasard parce qu'on a une personne en commun et je lui parle de G-Fuel. Il m'a dit, tu te prends trop la tête. Genre, les produits, c'est rien, c'est ce que tu vas revendre derrière. Et en fait, c'est vraiment ta capacité de base mail, ta capacité de distribution et comment derrière tu vas faire de l'argent. Et son fils, c'est un des plus jeunes milliardaires français, ils ont fait leur entrée en bourse récemment. Et il m'a donné ce truc-là, genre, mais il m'a fait, tu prends trop la tête, tu vends juste des produits. Et je lui ai fait, ah mais ouais, parce que lui, il est dans un game encore au-dessus, là, on parle en milliards. Et on a parlé 15-20 minutes ensemble, et vraiment, moi, depuis ce jour-là, il m'a matrixé le cerveau. Parce qu'en fait, l'argent, quand tu audites vraiment les boîtes et les business, il se fait vraiment sur la durée. Genre, c'est pas du front ou quoi. Et vraiment, bah, je pense que vous avez audité pas mal de marques et vous avez eu accès à pas mal de business managers. La plupart des personnes sont pas rentables en cold traffic sur Meta. Et c'est OK, Pour les c'est top normal. spenders. Ouais. Ouais, Pour les top spenders, spenders. excusez-moi, arriver sur une branche de 20, 30 KD, 50, 100, ça devient plus en plus ric-rac. Et au final, il faut vendre beaucoup de produits, avoir masse de clients, masse de retours, co-développer avec eux et vraiment penser en échelle, volume, 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 monter en volume. Et plus vous allez avoir de clients, plus vous allez avoir de capacité de distrib, plus il va y avoir de choses. Au final, c'est comme d'hab, tu as besoin de récupérer du contenu sur ta marque. Tu shootes un email, tu récupères je ne sais combien d'UGC. Si tu as fait 300, 400 ventes, c'est nul. C'est une question de volume, d'échelle, distrib, comment aller faire x10. C'est toujours la capacité de réflexion dans tout ce que je fais, comment faire x10. Et justement, l'autre jour, j'envoie un message à Guillaume Maubèche sur Insta. Je lui fais, écoute, là, je viens de lancer Train Track, j'ai fait 30K MRR. Comment j'attends les 100 x10 sur ce que tu as fait. Bah ouais. Mm. Comme le milliardaire, je peux pas dire son nom, mais il me dit, mais tu vends juste des produits. All in sur le reste, en fait, vas-y. Et ça m'a. Tu vois ou pas Ça te matrix. Et ça fait vraiment toute la différence. Et Super important. et je pense que c'est ça. Et comprendre que l'argent, il se fait sur la durée, vraiment sur un horizon 4, 5, 6 ans, et créer des product market fit. Et moi, j'hésite pas à vraiment développer. Par exemple, si un très bon produit que vous arrivez à trouver qui tourne en e-commerce, bah allons en profondeur, comment le modifier légèrement, comment trouver un autre angle, ou alors toi tu vends un truc pour de la perte de poids, bah va cibler des hommes si ça a été fait pour des femmes, de certaines catégories. Il vaut mieux être très niché et scaler sur un angle comme il faut que tout faire et rien. On en revient à la même mentalité qui est le problème, c'est pas parce que tu as plus de features, plus de fonctionnalités de produits que tu vas faire plus d'argent. Non, c'est le bon message à la bonne personne au bon moment. Et je pense que toi, tu le rabâches dans tes vidéos. D'ailleurs, elles sont très cool. T'as raison. Genre, c'est juste un truc et le bombarder, quoi. Et après, tu viens d'implémenter d'autres angles, d'autres LP et trouver ce qui fonctionne. Ça, c'est une règle qui marche dans tout. Dans le sport, pareil. Dans le foot, ça sert à rien de maîtriser tous les dribbles. Il suffit que tu maîtrises un, deux dribbles. Et ça passe à chaque fois à Mbappé. Après, bien sûr, il faut la vitesse, mais dans tout. Dans la boxe, c'est ce que je disais. Moi, je faisais du foot et ensuite, j'ai fait la boxe, pour la petite histoire. Et ce que je disais, on apprenait plein de techniques de boxe, plein de coups. Voilà. Ça sert à rien. Suffit de maîtriser comme Mike Tyson. 3-4 coups. Et tu mets KO à chaque fois. Et dans le business, dans la vie, en fait, c'est une règle qui revient tout le temps. Et toi, Comme dans les jeux vidéo en vrai. Moi, Ouais. je suis monté de silver à diamant sur League of Legends. T'es un Et mec de LoL. diamant, c'est top 3% Ah, de t'es tous les chaud, joueurs. hein. Et Moi, il y avait- j'étais gold. Ouais, bon, t'es pas chaud du coup. Vas-y. bâtard, Et du coup, t'as genre. En tout cas, à l'époque, t'avais genre 120 millions de joueurs ouais. mensuels actifs. Et du coup, t'as plein de gens qui jouent et upgrade pas. Et ce que j'ai fait pour upgrade, c'est juste je focus sur un champion. Donc, et une lane et une façon de gagner juste mes early games. Et j'ai juste farm ça. Ouais. J'ai pris des coachings, quelques heures et après, j'étais tellement bon. Et en Ouais, quelques mois, tu je suis connais passé trop, de tu connais, silver à diamant. ouais, c'est ça, tu connais trop tes skills. Et, Mais juste les mêmes. attends, il m'a vanné, mais c'est parce que Mais- moi, je suis un mec de Counter-Strike de base. Ah, J'étais ok, suprême, jouais avec des mecs qui étaient pro, semi-pro à un moment donné. Parce que je dois me venger là quand même. Mais tu vois, c'est ça. Et tu vois, tu gagnes tes early games. Après,
tu maîtrises 3-4 Effet champs et boule en de fait, tu neige. snowball en Ouais, fait. Et en fait, tu exactement. carries ta game à C'est toi ça. solo. Mais je suis d'accord. Moi, ce qui est drôle aussi, c'est dans League of Legends, ce qui me faisait vraiment gagner, c'était d'aider les autres. Parce que Shen, en fait, enfin, le champion que On j'utilisais. va essayer de faire bref. Allez. Non, l'audience. En gros, mais c'est par vraiment. contre, l'audience. ça non, va, en non, gros, ils vont kiffer. En gros, si tu veux. C'est puant, ils regardent, ils jouent, je sais. En gros, si tu veux, le champion que je jouais, son ulti, parce que tu as un ulti sur chaque champion, c'est Ton super pouvoir, voilà, en un gros. super pouvoir. Mon super pouvoir, c'était d'aider les autres. Et pour gagner, j'étais obligé d'aider les autres et de gagner ma propre lane. Et dans le business, en fait, je vois qu'en aidant les autres, bah, tu gagnes aussi. Mais si on vous dit ça, c'est parce qu'en fait, c'est des codes de triche qui s'appliquent partout dans la vie. Et ça marche dans tous les secteurs. C'est des codes de triche. Pour moi, c'est des codes de triche. Tu trouves, en fait, c'est le 20 du 80, mais sauf qu'il y a un 20 du 20 du 80 et il y a un 20 du 20 du 20 du 80. Puis au final, ça te fait 1% qui te rapporte, je sais pas le calcul, mais beaucoup. Au final, c'est juste focus sur ça. Par exemple, Ouais. moi, je suis nul en maths. J'ai eu 2 au bac de maths et SMG. Bah, je fais pas de maths. Je fais le reste. Non, mais c'est tout bête. Ouais, Comme c'est- quoi, les gars, c'est pas. Peu importe le diplôme, je vais là où je suis bon. Ok, du coup, on parlait des compétences qui te fait réussir dans le business. Est-ce que tu aurais d'autres choses à partager, peut-être d'un point de vue mindset? Comment tu vois les choses? Comment tu travailles déjà? Sans Comment dire- je travaille? Moi, j'ai fait une FAQ sur Insta. On m'a demandé, ouais, c'est quoi ta routine? Je m'en bats les couilles de la routine. Je fais les 3 plus grandes choses les plus importantes de ma journée. Je les liste le soir. J'ai un petit agenda parce que je suis obligé maintenant, quand même. Parce que entre les fuseaux horaires, l'école, etc. Mais agenda, très simple. Google Agenda ou c'est quoi ton Ouais, agenda? Google Agenda, c'est très bien. Tu utilises quoi, toi? Ben, Google Agenda aussi. Celui d'iPhone, il est stylé, hein. Il est bien. Ouais, Mais- mais là, on était au mastermind avec Mathéo qu'on a organisé. On avait un intervenant qui fait des chiffres intéressants et il nous a partagé un glitch, c'est d'avoir un agenda papier. De mettre sur papier, organiser tes semaines avec chaque jour sur papier. Ça, je le fais. Ah ouais? Moi, j'écris, moi, j'ai mon cahier. À chaque fois, même dans les calls, en fait, j'ai une mémoire où je suis obligé d'écrire, moi. C'est genre calendrier sur papier, je veux dire, pas juste tout doux. Ouais, ouais, Ok. je le note. Genre, Ouais. call à telle heure, telle date. Genre là, Ah, le c'est bien, podcast, ça. avant, j'ai noté. Ouais, c'est top. Dans le calendrier, quand tu m'envoies le message, je note. Parce que sinon, si je note pas, j'oublie après mettre le rappel aussi sur le tel. Ouais. Avec l'adresse et tout le bordel. Et tu le maps bien après dans le cerveau, en fait, c'est vraiment Ouais, top. ouais, sinon ça rentre pas. Ah, mais putain, je pense à 10 000 trucs à l'heure. Mm. Tu sais, là, ça me demande un niveau d'énergie de focus, le podcast. Je dois structurer mes idées, me mettre à la place des gens. Moi, je suis fou. Vraiment, ouais, focus sur là où je suis bon, je pense. Et la question, c'était? Qu'est-ce que niveau mindset? Enfin, d'abord, je t'ai posé Ouais. 2 questions. Je t'ai posé la première question, c'est au niveau mindset, c'est, comment tu vois le business, etc., comment tu Ouais. agis, que tu penses qui te rapporte beaucoup, Mm. et d'abord, comment tu travailles. Franchement, s'entourer de gens meilleurs que soi. Et pas avoir d'ego, de se dire ouais, t'es meilleur que moi. Bon, après, moi, j'ai une règle d'or. Tout ce que je touche, ça se transforme en or. Ça, c'est comme ça. Parce que 1 heure de mon temps, peu importe. Là, tout à l'heure, on parlait des lacunes en maths. Je prends le meilleur prof de maths, je me bute. Je peux en faire une vidéo YouTube, je deviens trop fort. Pourquoi? Parce que juste mon cerveau, je me suis dit, ok, je vais devenir très fort là-dedans parce que je vais m'y mettre à 200%. Et je vais prendre les learnings que tu as partagé sur LoL, mais c'est totalement ça, hein. C'est vraiment ça. Et ce truc-là, il s'applique vraiment beaucoup. Et le parallèle des jeux vidéo est très vrai. La plupart des mecs que je vois maintenant dans l'e-commerce ou le business en ligne, soit ils viennent de Minecraft, Counter-Strike, les jeux de puants, là, genre comment ça s'appelle, World of Warcraft, les trucs comme ça, tu vois. Et, mais parce que c'est ça, on est des mecs d'internet de base. Et on doit se réinclure un petit peu dans la société. Et du coup, on a pris des frameworks de grind qu'on vient d'implémenter dans le business. Et c'est hyper intéressant parce qu'au final, c'est ça. Combien de mecs ont joué à Minecraft et ont fait du business même en commençant sur Minecraft? Et vraiment, toujours, comme tu l'as dit, le foot, le sport, ça s'applique aussi. Et derrière, vraiment, miser là où je suis bon. Trouver une très bonne idée. Trouver des très bonnes personnes pour l'exécuter et faire avec moi. Et je suis un moteur. Je dois mettre de mon énergie. Et je sais que les gens comme moi, il y en a peut-être pas beaucoup. Ça, c'est ce que les gens très opérationnels me disent. Et parfois, je dois faire hyper attention parce que je peux embrouiller les gens, ça peut les décourager, ça peut aller dans tous les sens. Et je m'améliore là-dedans à mieux me contrôler, pas parler pour rien, être distant, mais à la fois présent et venir piloter, chapeauter. Et ça, je pense, c'est selon mon profil et ma personne parce que je suis en pétard. Tu vois, je le dis tout le temps, je suis en pétard. Et là, on va relancer d'autres trucs, ça va jamais s'arrêter. Et faut faire hyper attention parce que tu peux perdre les gens opérationnels et tellement que tu mets une charge de travail, tu peux pousser même les gens en burn-out. Et ça, il faut le comprendre. Et toujours avoir un bon équilibre.
Bon, là, à ce moment, je suis dans le truc de pas trop de vacances, et cetera, mais c'est top aussi de faire, comme, les vacances scolaires. Bah, je pense que toi, tu un peu dedans ça. Je sais pas si je peux dire, Toutes les 6 semaines, ouais, tu voilà, fais des tu peux vacances. le dire, Ouais, tu peux bien dire? sûr. OK. Bah, tu vois, par exemple, c'est très bien d'aller couper et se mettre au rythme des vacances scolaires. Tous les 6 semaines, faire, je pense même 1 ou 2 jours, 3 jours de off, ça fait du bien. Mmh. Et tu vois, avant, j'étais dans l'overgrind, le truc, mais non. Et ça, faut que je fasse hyper attention parce que les gens un petit peu créatifs comme moi, on peut vraiment, boum, Ouais. si je suis pas dans le bon environnement, si j'ai que de la négativité autour de moi, si genre on me pisse dans le cerveau constamment, je suis mort. Mmh. Je suis mort. Et ça, c'est horrible, hein, mais c'est la réalité. Donc c'est quel environnement qu'il te faut pour toi et que tu conseilles selon les gens? Habibi! Dubaï! Dubaï. Non, en vrai, vraiment, c'est bien. US, Dubaï, grande ville, c'est cool. Et surtout, idéalement, un nouvel endroit qui est différent de où c'est que tu étais avant pour, ça va être plus simple de changer, en fait, ton Ouais, identité, de te mettre dans de nouvelles routines et cetera. c'est ça. Tous les jours, je pense qu'on doit affronter nos peurs et moi, j'essaie de les affronter tous les jours et tu sais, quand tu grandis, il y a plein de choses que tu dois corriger et tous tes traits de caractère et comment tu agis, c'est un reflet de ce que tu as vécu dans ta vie ou ton enfance. Et ça, vraiment, j'ai appris à me connaître moi-même, à faire hyper, attention, à chercher, à creuser. Et il y a beaucoup d'automatismes que tu fais liés par rapport aussi de tes parents, et cetera. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est un vrai paradoxe entre devenir la meilleure personne pour derrière donner le meilleur à ton business, gagner de l'argent, moi c'est ma vision, donner cet argent-là à ta famille, tes proches, les gens que tu aimes. Une fois que tu as ça, tu peux aider les gens comme vous le faites super bien ici avec ce podcast aujourd'hui. Et derrière, aider, à une plus grande échelle la société ou autre. C'est un petit peu ma vision des choses qui est très inspirée de Naval, qui dit, le communisme, avec, la famille, le socialisme avec les gens que tu et le capitalisme avec les autres. Tu vois? Mmh. C'est un petit peu 100% Naval. d'accord. 100% d'accord. Et pour les peurs, tu sais que c'est un des freins, enfin, c'est le plus gros frein, en fait, qui freine n'importe qui dans la vie, c'est la peur. C'est juste c'est le principal frein. Et d'ailleurs, je sais que toi, t'aimes bien Batman, justement, et moi, j'aime bien Batman aussi pour ça, C'est bien. parce qu'en fait, il montre qu'en fait, tu peux avoir une plus grande peur et tu peux devenir un super-héros juste en vainquant ta peur. Et c'est exactement ce qui Il se est passe dans le pas business. super-héros de Ouais, base, c'est ça le exactement, ouais, truc. C'est qu'il a train, c'est comme ouais, CR7. Messi, il est né avec le talent. Voilà, je vais faire des ouais, fous en commentaire. Mais ouais, Messi, c'est inné. ouais, CR7, c'est du travail. C'est exactement. ça que j'aime dans la mentalité. Il y en a un qui a plus de mérite que d'autres. Après, c'est un charbonneur, Messi aussi, hein. Ouais, bien sûr, il faut pas le nier. Faut pas le nier, mais il a un talent caché, Ouais. inné, genre, et c'est un ouf. Toi, tu es comment, Nico? On parle du câblage qu'il faut pour ceux qui regardent le podcast pour réussir. Face à la pression, quand t'as des puzzles qui viennent vers toi, Quand il y a des être. puzzles, c'est le problème. On l'a Ouais. émoncé sur des derniers podcasts ou pas? Non. Non, juste Non. pour mettre du contexte, on n'ose plus dire le mot problème. Ouais, dans nos teams, en gros, on a mis un process en place où faut remplacer le mot problème, ça n'existe plus, Par puzzle. par puzzle. En C'est gros, smart ça. ton cerveau, il va prendre les puzzles et essayer de solutionner le plus rapidement possible, alors qu'en mode penser problème, problème, bah il n'y a plus de problème du coup. Ça, c'est un framework de Ah petit, ouais. d'enfant, je pense, En ouais. gros, pour n'importe qui, surtout pour les employés, certains, en fait, pour eux, des problèmes, des fois, il n'y a pas de solution. Nous, on sait qu'il y a des solutions à chaque problème, mais en fait, pour beaucoup de personnes, il y a des problèmes, il n'y a pas de solution. Et en fait, quand tu dis ça à ta team, bah, en fait, un puzzle, ça va être plus ludique. Et en fait, il va venir trouver naturellement les solutions. Toi, son inconscient, il va se dire, OK, ah, c'est un puzzle, tu vois, je vais trouver ce qui marche. Ça va être même ludique. Et ultra puissant. Ouais. Donc, Smart. ouais. Je vous la pique. Ouais. Tout Puzzle. le monde pourra la piquer. Ouais, c'est Puzzle. pas. Bah, en fait, parce que nous, on est entrepreneurs, donc ça veut dire que on arrive vraiment à se dire, bah, il y a pas de problème, il y a jamais de problème. Mm. Mais une personne qui travaille avec toi Ouais. ou qui travaille pour toi n'est pas forcément entrepreneur et c'est OK. Moi, genre, sans les gens de ma team, moi, mon but, c'est vraiment de faire gagner trop d'argent aux gens de mes boîtes. Vraiment, c'est l'objectif, c'est qu'il soit, mon head of sale, que je lui envoie une cartouche. D'ailleurs, s'il en est là au podcast, il va me réclamer quelque chose. C'est ça. Doucement! Le goal, founder de Nvidia, là, il me semble tous les employés là sont millionnaires grâce à l'action. Ouais. C'est un peu la vision que j'ai avec les bureaux que je vais avoir dans à peu près un mois. Je vais avoir des bureaux ici, là, à 10 OK, minutes de chez lourd. moi. Et je me suis dit, en fait, ce serait incroyable que chaque employé ou chaque haut gradé, ils deviennent millionnaires. Ouais. Grâce à une boîte qui est valo au milliard. Du coup, c'est totalement possible.
Et d'ailleurs, toi, tu comptes avoir des bureaux en physique aussi ou pas? Alors ça, c'est une très, très bonne question. Parce que c'est la question que ça fait 3 semaines que je me pose. Je me dis: «OK, C'est-à-dire qu'il faut le faire, du coup? non, Non? peut-être pas». Ça dépend la boîte. Ouais. Les bureaux Heu, Digifil? non, je pense pas. Parce que déjà, c'est pas possible, jamais je pourrais ramener, Tes devs et tout. non, même les devs, si, possible, je peux les ramener. Donc Traintrack, même en termes de salaire et cetera, ils peuvent vivre à Dubaï. Après, tu peux les mettre ensemble et cetera. Ça, plus du coup Traintrack, sur un pôle de software et venir vraiment, ici aux Émirats, développer, de l'IA, de la tech et cetera et je pense qu'il y a beaucoup d'avantages quand tu vois Telegram qui est arrivé ici, Revolut désormais, Traintrack. Non, en vrai, il faut toujours se comparer au plus grand. Déjà difficile, je vais jamais ramener, Thomas, des USA jusqu'ici, tu vois déjà, Ouais. ça va être compliqué et quand je vois en fait, je comprends ce que vous dites, mais quand je vois l'Emlist qui est juste, avec une vision, ils ont fait, je ne sais combien de valo, j'ai plus les chiffres en tête, allez regarder l'Empire, le groupe. Bah, en gros, ils ont fait tout à distance. Est-ce qu'ils feraient pas plus si ce serait en bureau? Peut-être pas, OK. peut-être pas. Ça Parce qu'au dépend. final, Ouais, ça dépend. moi, j'ai envie qu'ils aient, leur liberté, mais qu'ils bossent comme si c'était leur propre boîte. Et je pense que c'est vraiment après il y a du turnover, c'est OK. OK, il va y avoir du turnover, ça va virer, ça va bouger, ça va structurer de pôle et cetera. Ça, je l'accepte. Et juste, c'est de la trust, c'est de l'humain et après il y a un truc qui là, par exemple, au en début d'année, on va faire, notre premier gros meet-up, villa, travailler ensemble et cetera. Si tu arrives à faire ça et avoir des petits bureaux, je pense, par exemple à Paris et ici une base à Dubaï, mais je vais pas prendre des bureaux pour tout le monde, mais en fait, un lieu de rencontre et de passage. Et je pense que c'est le bon juste milieu. Et Dubaï, c'est le centre du monde, tout le monde passe. Et dire, ok, bah minimum 2 fois par an, vous venez à Dubaï en fait ici. On va bosser une semaine, 15 jours ici. Et je pense que déjà, c'est le bon deal en fait. Le nouveau modèle, les gens ne veulent pas travailler pour un patron, ils ont une phobie des bureaux, ils ont une phobie de la lampe blanche qu'on a au-dessus de nous. Ouais, on est en vidéo, c'est normal. Mais les néons, vous voyez, les néons qui pointent, etc. Ils ont une phobie. Ouais, bah, du coup, t'en mets pas, quoi. Mais Non, mais même. non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais Et je vois aussi énormément de brands, cartonner grâce à ça. je Surtout suis en d'accord. e-com, parce qu'en e-com, on est habitué à avoir Mm. tout en online, en Mec, par exemple, pour box. tourner des créas, t'as une petite pièce, on a besoin de créa Founder podcast, boum, t'y vas. T'as besoin d'un fond blanc derrière, tu le tires en 2-2, tu fais tes créas. Et justement, c'est pour ça que j'ai pas résolu mon problème. Et je pense que ça va dépendre du cash flow, de la direction. Et la vision, c'est bien, mais elle se peaufine. Et je vais prendre des feedbacks de gens au-dessus de moi pour voir un petit peu comment ils font. Je viendrai voir tes bureaux, comment ça se passe alors. NDA. NDA NDA, c'est pas grave. Je vois tout, je sais tout. Tu payes pas ton café. Comment Ah, il ça? paye pas son Ça veut café. dire quoi? Tu payais son café. Tu connais pas l'expression? Non, je Paye ton connais pas, café. je connais pas. Ah ouais? Non. Ça, c'est ça les Je Suisses. connais En pas non Suisse, plus. Ah ouais? Ouais. Mais non, ça c'est très français. Tu payes ton café, genre en mode paye Je ton me café. souviens, oui, oui, quand j'étais en apprentissage en Ah oui. Suisse, en gros, quand tu vas à la cafétéria, Ouais. tu mets une petite pièce dans le petit Ouais, tu cochon, payes ton là. café en OK, gros. Ouais, ouais. je t'invite Et à puis boire un certains, café. ils le payaient pas. Ah C'est ouais. ça? Ouais, c'est ça, c'est C'est ça, ça. OK. Mais ça, c'est une expression, genre paye ton café, genre passe boire le café au bureau, tu vois, c'est très français. Bon bah je suis pas invité les gars, désolé pour moi. Moi, je serais invité. Non, ça. bien sûr, bien sûr. Tu seras invité. On peut même faire un petit vlog, montrer tout ça, bien sûr. Faire attention, il y a pas de souci là-dessus. Je comprends totalement. D'ailleurs, Bah, c'est quoi? au début, je peux pas, dévoiler la marque, mais Ouais, après un voilà. certain temps, je pense quand même Voilà, c'est ce dévoiler que ce qui j'allais se dire. fait, Les gars, tu vois? c'est quand vous me doxez un truc. Genre, Ouais, on va préparer ça un y est? truc. Ouais. Trop bien. Trop bien. Parce que moi, en vrai, c'est simple. Je vais vous donner la vision. On s'en fout des caméras et tout. Le problème, c'est que dans cet écosystème, je kifferais avoir ramené plein de têtes et tout. Mais en fait, si ça doxe pas derrière, les gens, maintenant, ils ont besoin de ça. Et en fait, on va tellement plus loin dans la discussion. On va tellement plus. Je pense que il y a plein de gens, ils vont comprendre des petits niveaux de Digifil aujourd'hui, des petits niveaux de Traintrack et le groupe, et ils vont pouvoir réimplanter beaucoup plus facilement que des conseils un petit peu théoriques qu'on peut donner. Même s'il y a une énorme value, je l'ai fait pendant X mois et X années, tu vois. Mais quand tu doxes, t'as un step au-dessus. Et moi, au niveau réseau, opportunité, ça m'a changé encore plus ma vie, hein. Mhm. Franchement, c'est incroyable de doxer. En parler sur LinkedIn, on critique beaucoup, mais derrière, ça m'a fait des trucs de ouf. Et il y a des gens que j'ai pu avoir, échanger avec eux. Même si ta marque est connue, et c'est bien d'être reconnu,
Je pense que tu as un step au-dessus et surtout, vous éduquez les gens. Si vous doxez quelque chose et que vous faites les choses bien, il y a pas de souci. En plus, ça va que améliorer votre karaté s'il y a du concu. Enfin, c'est Mm. ma vision. Je respecte la vision de tu veux doxer ou pas. Mais je pense que ça va un step au-dessus dans la discussion et sur le positionnement là-dessus. Parce qu'au final, tu vas me citer le mec de Comfort. Putain, c'est le mec de Ouais. Comfort. Tu vois, malheureusement, si Bichente, il n'y avait pas Digifil ou j'avais pas vendu Sin Short ou un truc comme ça, bah c'est juste un mec qui donne des conseils sur YouTube, quoi. Ouais, 100%. 100%. Mais pour moi, il y a un temps pour tout. Là, pour l'instant, l'année prochaine, certainement. Enfin, oui, sûr et certain, l'année prochaine. Ouais, c'est comme Alex Chen, il est passé sur le podcast. Ouais. J'ai regardé. Il C'était est passé, cool. Ouais, Ça arrive. il doxait pas du coup. Ah, il doxait pas. À ce Ouais, moment-là. mais oui. il était en train d'en parler. En vrai, tout le monde savait. Ouais. Ouais. Et même les gens de son accompagnement, A-Club, il le savait, par exemple. Ouais, il donne trop d'infos. Enfin, Bah oui, mais en fait, c'est le bon doc, c'est le moment venu où il aura envie, il pourra le faire. mhm. Mais c'est comme toi, inconsciemment. Ouais. C'est pareil. Toi, je sais pas. Et du coup, on parlait des principes mindset. Qu'est-ce que d'autre tu Ouais, nous je parlais partages de la pression en fait, que face à des puzzles, ta réaction, elle est ultra, ultra importante. Et je vois sur les plus gros e-commerçants, les plus gros entrepreneurs, ils ont tous fait face à des énormes puzzles. Au plus t'en fais face à de plus en plus grands puzzles, au plus les puzzles, ça devient quelque chose de super simple. T'es ultra détendu, quoi qu'il arrive. Pour moi, ça, c'est un des facteurs les plus importants en tant qu'entrepreneur qui vise des gros sommets. C'est ta réaction face au puzzle et ne pas en mode oh, c'est la fin de ma vie, etc. D'être détendu et savoir que tout peut passer. Il y a toujours Et une solution. il y a toujours une solution et au plus tu as de puzzle dès le début de ta carrière, au mieux tu seras armé pour aller beaucoup plus vite quand on aura plein plus tard. Parce que au plus tu vises grand, au plus tu as des gros puzzles qui arrivent. Gros challenge. Que disait Hormozy aussi, the bigger the dragon, the bigger the story. Au plus tu as des gros dragons à les casser, ton histoire elle sera plus sexy et du coup tu vas plus cartonner plus tard. Je sais pas si ça fait sens. Ouais, ça fait Ouais, sens. ça fait très sens. D'ailleurs, ça existe les dragons, petite anecdote. Mais Quoi? ouais, ça existe. Preuve. Mais Comment ça existe les dragons? bien sûr. Les Ça dragons, existe, ça les dragons on va pas s'épiloguer Avec les là-dessus. ailes. Ouais, avec les ailes. Ok. Ça existe. Mais On- encore on maintenant, on où discutera ils sont off. morts. Non, en vrai, pour rebondir là-dessus, pour revenir sur la story et les dragons, il faut accepter le temps et ça va prendre du temps. Je le dis souvent, ça va prendre du temps. Moi, j'ai mis 2 ans et demi avant de vivre de l'e-commerce. Pourquoi? Parce que dans tout ce que je faisais, il y a un truc qui manquait à chaque fois. La première fois, je me fais prêter 500 € à mon meilleur ami, que j'embrasse. Je perds les 500 balles sur le premier placement influenceur. Et c'est parti, je bossais à côté en intérim. J'étais au lycée, l'intérim, j'y allais tous les vendredis, je travaillais à côté, je faisais mes 400 balles. Je calculais, OK, il me fallait combien de temps. À côté, je revendais des trucs sur le Boncoin achat-revente où je travaillais au black. À côté, bam, 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 je finance mes premiers tests en ligne jusqu'à avoir des premiers sites qui fonctionnaient. Je faisais un petit peu Google Ads, je faisais un petit peu de méta, je testais pas mal de choses, mais rien de quoi exceller. Parce qu'en fait, moi, ça m'attirait pas de vraiment faire ça que pour l'argent, mais plutôt pour créer une boîte, créer un truc où je comprends et je crée du bien dans le monde. C'est plus profond que juste avoir des zéros sur un compte. Parce qu'en vrai, genre, même sans argent, j'étais bien. J'adore l'argent, j'ai toujours voulu en faire. Mais même sans argent, Et ça, je pense, c'est ok. c'est quelque chose de ultra, ultra important. Tu as mentionné 2 trucs ultra importants que j'aimerais souligner. C'est un, si vous le sentir bien, il faut vous sentir bien maintenant. Parce que c'est pas les choses extérieures qui vont vous changer intérieur. Bref, on va pas épiloguer là-dessus. Et 2, si tu offres aux gens, tu as de l'argent. Pour moi, il y a une corrélation directe. En fait, les gens comprennent pas. L'argent, c'est quelque chose que les gens ont inventé. Pour la petite histoire, en fait, les gens avaient de l'or et simplement, les banques ont remarqué que quand les gens, ils pouvaient déposer de l'or dans la banque et ils pouvaient donner un petit papier qui disait combien t'as d'or. Et en fait, ils ont remarqué que les gens venaient jamais reprendre l'or. Du coup, en fait, ils ont distribué plus de papier qu'il y avait d'or. Ok, c'est un peu comme ça que ça a été créé l'argent. Je suis pas un ultra fan de l'histoire, mais c'est à peu près ça l'histoire de comment ça a été créé l'argent. C'est-à-dire, de base, l'argent, ça a été inventé et maintenant, ça sert à monétiser de la valeur. Donc, il y a le mot valeur dedans. C'est-à-dire, quand tu apportes de la valeur, tu reçois de l'argent. Si tu n'apportes pas de valeur et tu reçois de l'argent, au bout d'un moment, ça te rattrape. Donc, je te rejoins à 100%. Pour moi, si tu donnes un maximum, eh ben, tu auras
un maximum d'argent. Si bien sûr, tu es intelligent, tu fais les choses bien. Parce que tu peux donner sur des trucs où c'est que ça revient pas ou de manière pas monétaire, mais c'est du win-win. Tu apportes une valeur à quelqu'un, il te donne de l'argent en échange. Si c'est le produit est bon, il sera content, il recommandera, il rachètera. Si le produit est pas bon, tu auras fait un one shot. Et ça continuera pas. 100%. Première chose, j'aimerais revenir là-dessus, c'est pour ça que je parle pas de produit winner ou je ne sais quoi, mais vraiment de product market fit. Et ça fait Mmh. vraiment toute la différence. Vraiment comprendre pourquoi un produit va vraiment fonctionner, pourquoi les gens adorent, bien plus que, bah, OK, c'est un produit qui est rentable, là-dessus. Non, c'est pas ça. Un product market fit, c'est ça qui va faire toute la différence. Et finalement, la théorie du produit winner qu'on dit, j'y crois. Mais je crois en un produit marketing qui peut vraiment changer ta vie. Un produit qui va fonctionner bateau et qui va tourner pendant 6 mois, ça va rien changer ta vie. Ça va être au final, un passage, un momentum et ton coût d'opportunité, si tu vas vraiment chercher un product market fit, bah, il sera bien plus supérieur parce que tu vas pouvoir travailler sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans avec une possibilité de revente derrière et tu as pas travaillé dans le vent. Et moi, j'ai jamais eu cette mentalité-là de me dire: «OK, encore un nouveau projet comme ça, de courte durée». Non, je fais des choses qui peuvent se revendre et derrière, en fait, je comprends vraiment mon coût d'opportunité à chaque fois. Tu disais ça et aussi, il y a un truc très, très important qui est de comprendre l'argent. Il y a trop de gens qui ne comprennent pas d'où vient l'argent, la différence entre les USA et la France au niveau du mindset, c'est que tu as un pays de base, c'est des protestants et l'autre, c'est un petit peu l'ancien monde et toutes les personnes très ambitieuses sont parties aux États-Unis et ça reste dans les gènes. La société, elle était, il y avait rien aux États-Unis il y a 400 ans, tu vois? C'est une dinguerie en vrai. C'est comme ici Dubaï, c'est que tu il y a un mec qui s'est réveillé, il a dit: «Il y aura la plus grande tour du monde ici» et en gros, cette faculté-là à comprendre comment fonctionne la société, comment fonctionnent les gens, d'où vient l'argent, pourquoi, comme tu l'as dit et tu as mis le point dessus, le point clé dessus, bah, ça fait toute la différence et après tu vas pouvoir l'apprendre pour toi-même, te monter, garder ton énergie et redistribuer l'énergie comme il faut dans tes business et toute cette énergie-là sur les gens que tu vas influencer ou les personnes, ça va pouvoir vraiment créer un écosystème et c'est là où vraiment tu vas réaliser le plus d'argent possible et je dis souvent que j'ai gagné le plus d'argent quand je ne pensais pas à l'argent. 100%. Maintenant, on arrive presque à la fin du podcast. Dans 10 minutes, on va clôturer. On a pour habitude, dans nos épisodes, de partager à la fin une petite quick wins, une petite value que les gens peuvent appliquer en instantané, en plus de tout ce qu'on a partagé. Est-ce que tu as en stock une value Ou un truc que tu as appris récemment, que ou tu un aimerais learning partager. Ça peut être récent? un truc tout bête. Je le dis parfois souvent et je suis obligé de le répéter, mais c'est d'appeler ses clients. Mmh. Ça fait vraiment toute la différence. Si tu fais un échantillon et tu prends tes 5 top clients et tes 5 pires clients, tu vas vraiment comprendre. Et ça va être un facteur clé où tu vas pouvoir mettre la main sur des problématiques. Il y a que comme ça quand tu vas te confronter. Je vois trop de gens se cacher derrière un nom de domaine. Je vois trop de gens se cacher derrière un site, derrière leur team. Alors qu'en fait, faut montrer, mouiller le maillot, tu vois. C'est un peu comme, OK, tu coach, mais vas-y, si tu vois Zizou venir à l'entraînement avec toi et jouer avec toi, bah, tu vas écouter, tu vas regarder parce que le toucher de balle, il l'a pas perdu. Et tu descends un petit peu comme ça de ton siège et tu vas sur le terrain et tu vas montrer un petit peu comment. Et ça revient un petit peu avec, ce que je disais, tout ce que je touche, ça va transformer en or parce que j'ai les principes et j'ai le mindset pour et l'énergie. Ça et en quick win, vraiment rapidement, hem, vous pouvez tellement gagner à trouver les bons upsells et optimiser vraiment de 5, 10, 15 balles votre AOV. Et vraiment genre, je vous jure, l'e-commerce, c'est un game de centimes. Rien que par exemple, je vous donne une anecdote sur Trendtrack. Comment on a augmenté vraiment la différence. Peut-être pour vous aurez le tips. Selon le pays, l'euro-dollar. Bah, le plan, il est au même prix en euros et en dollars. Mais du coup, la devise et combien tu fais rentrer, c'est pas la même. Entre la différence et l'arbitrage. Et on peut optimiser notre marge comme ça. Vraiment, il y a beaucoup de choses à creuser et à se dire vraiment, faites une compta à votre PNL et aussi regardez vraiment avec votre fournisseur et faites là maintenant, faites un devis avec un autre fournisseur. Prenez-en un autre et en fait, faites un arbitrage entre 3. Prenez le prix le plus faible et faites jouer les 3 tableaux. C'est un coup, vous avez économisé, vous avez gagné, je ne sais combien de marge, sur votre produit actuellement.
Et après, je pense que la classique, que je n'ai pas encore fait, que j'ai pas eu le temps, je dois le faire. Et je vais être obligé, si on deal avec Trustpilot, parce que si on va dealer avec eux, il va falloir que j'aille en Chine quand même. Donc ça, je vais pouvoir le vlogger, le documenter. Et ça, c'est une erreur, par exemple. Ça, c'est une erreur de ne pas être allé en Chine, de ne pas aller voir comment ça se passait, l'agent, améliorer ses process, améliorer tout ça. Ça, c'est une erreur. Et je pense que déjà, peaufiner ces petits centimes, ça se fait une fois qu'on fait de l'argent. Mais en vrai, au début, si tu me demandes à un mec qui débute actuellement, créa, bête et méchant. Et juste vous améliorer en marketing, ça, c'est vraiment la clé. C'est qu'il y a trop de gens, en fait, ils sont juste nuls en marketing. Et si tu es très fort en opérationnel, va trouver ton Mathéo des créatives en marketing, par exemple. Bah, je pense que tu es plus opérationnel, Nico. Bah, Non, inversement. il est très, très bon, les deux. Très bon, On les n'est deux. pas associés en e-com. Ouais, On est bien sûr. associés Je juste sais que sur le réseau. vous n'êtes pas associés, mais je savais pas, toi, ta zone précise de génie. Donc, je pensais que tu es un peu plus opérationnel. Tu sais, les mecs de LoL. Non, tu es très, très complet là-dessus et tu sais toucher à tout parce que tu es le produit même du e-com, tu vois, du mec qui a touché à tout. Et vraiment, c'est devenir très bon en marketing. Vraiment, moi, il n'y a pas de secret sauce où j'aimerais vraiment revenir à la base et les fondamentaux, bosser les fondamentaux. Et vraiment, c'est ça qui va faire toute la différence entre un bon dropshipper et un entrepreneur. Et au final, un très bon dropshipper, il sera peut-être capé. Et c'est OK. C'est OK. Selon votre style de profil et ce que vous souhaitez faire. Donc vraiment, optimiser les games de centimes. Vraiment, comme on l'a dit dans le podcast, humaniser un maximum votre brain. Si vous avez la possibilité de optimiser votre AOV avec les bons upsells, faire acheter les clients, très bonne campagne email. C'est ça qui va faire toute la différence. Et par pitié, virez tous vos prestataires qui sont dégueulasses et qui sont nuls. Vraiment, faites un audit. Sentez qu'en fait, chaque mec que tu payes, il peut sauter du jour au lendemain. Il y a du recrutement, il y a du turnover, tu as du réseau, tu vas sauter, mon pote. Et en fait, A-player. Moi, c'est ça qui a fait toute la différence. C'est que je m'entoure d'A-player parce que mon énergie, j'ai envie de donner vraiment des A-players. Et j'ai essayé d'être un peu dans le social, etc. Mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça marche pas. Et tu disperses ton énergie sur quelque chose qui est peine perdue. 100%. Top. Merci pour la value. Bah, T'es ça ultra m'a fait relevante. extrêmement la value. plaisir. Hein. Toi, Nico Si. En fait, on se force aussi à nous Bah partager ouais, la allez-y. value. Petite En vrai. value, en reprenant ce que a dit Bichente sur les différents marchés, devises, etc. C'est plutôt au niveau des calculs break-even, calculer vos MER sur tous les marchés différents. Là, je parlais avec plusieurs personnes qui ont des brands qui font 30, 40 M l'année. Eux-mêmes encore, ils n'ont même pas fixé leur MER et leur break-even point pour tous les marchés. En gros, tu prends un Excel, tu regardes tous tes top marchés, tu regardes US, Canada, Australie, Europe, etc. Enfin, Europe, bah, du coup, tu listes tous les pays. Et sur tous ces pays-là, tu viens faire une ligne, ok, combien te coûte de shipper là-bas? Combien te coûte le produit concrètement pour ce marché-là? En fait, à quel ROS t'es par pays? Et ça va beaucoup t'aider sur le gros scaling, sur ok, ce marché-là, je peux me permettre tant de ROS, tant de spend pour acquérir un client, etc. Et c'est ultra valuable de mettre ça en place. Je complète Nico direct parce que j'ai une value qui vient de revenir. Lancer des campagnes World, tout simplement, comme tu viens dans plusieurs marchés. Mais en fait, si vous faites de l'e-com en France, déjà logique, lancer tous les pays francophones, donc Suisse, Belgique, Luxembourg. Luxembourg, mais aussi une campagne Europe français. Il y a plus de Français, enfin, il y a plus de gens qui parlent français en dehors de la France qu'en France. Ouais, en Espagne, il y en a plein. Il y en a plein. Mm. Il y en a plein de partout des expatriés, les gars. C'est comme si au final tu me fais des ads ici, tu me targetes là. Bah, les mecs, par exemple, qui sont ici à Dubaï, qui louent des voitures ou autres, et bah, ils vont viser des francophones dans des ads en français, mais pourtant on est à Dubaï. On s'est tous fait target. En fait, capter en 360 et livrer de partout, faites un maximum de profit, arrachez tout. Et par exemple, pareil aux US, lancez dans des pays en world, cuttez là où ça marche pas, et c'est un coup, vous aurez plein de petits pays, comme tu l'as dit, Nico. Et c'est ces petits trucs-là, avec une énorme audience, une énorme capacité de distribution, un rouleau compresseur derrière en supply, et vraiment optimiser chaque chose quand vous allez faire entrer de l'oseille et du CA qui va faire toute la différence de votre bénéfice net. Et vraiment, faites une très bonne PNL, enfin, genre un très bon PNL. Genre une très bonne compta, parce qu'il y a trop de mecs, ils ont pas de compta. Genre, c'est peut-être pas moi parce que je suis très nul en chiffres, mais en tout cas, mon associé, il va bien le faire. Et en fait, comment tu veux piloter, driver
Un business, si tu fais pas tout ça. Et pareil, documentez chaque action marketing dans un Google Doc. Mettez une IA dans tous vos calls pour garder tout ça sous la main parce que le jour où vous allez vouloir exit, et moi je l'ai vu par exemple sur mon premier exit de mon software SendShort, à l'époque que j'ai revendu, le mec il a demandé tout ça. Et tu gagnes du temps. Et quand tu reviens sur les actions marketing il y a 2 ans, quand tu vas vouloir revendre ta marque, c'est un enfer en fait. Garde tout, mettez des IA de résumé call, gardez toute action marketing, documentez tout, faites une bonne compta. Et juste en passant 3-4 heures en se posant dans un café, dans un bon environnement, réduction de bruit, vous allez trouver des trucs magiques à l'intérieur de votre business. Je pense que c'est pas mal. Très bien. Et toi, Mathéo? T'as fini ta value? Moi, je vais finir. D'ailleurs, pour la campagne worldwide, nous, ce qu'on fait, c'est que on fait une campagne, on fait pas une campagne par pays, pour l'instant, on fait une campagne worldwide. C'est qu'on stack tous les pays dedans. Ça marche très bien, plutôt que des fois, il y a des pays qui, en fait, qui marchent à leur budget et sur une campagne seule n'est pas rentable. Simplement, on ajuste les frais de livraison selon les pays, sans non plus trop abuser pour qu'on ait un ROS plutôt lissé. Ça marche plutôt bien. Et on va lancer Applovin d'ailleurs. Il y a Applovin qui arrive en Europe et on va lancer en Europe et worldwide Applovin parce que pour l'instant c'était que US. Moi, une valeur, j'ai plusieurs choses. Je sais pas si je te donne un truc méta peut-être. Un hack méta. Hack méta qui marche très bien. On a encore discuté dans le mastermind avec des e-commerçants qui font plusieurs millions par mois, notamment avec un intervenant qui va faire plus de 40 M cette année. C'est des campagnes. On appelle ça CBO inflated, c'est-à-dire on va venir mettre un grand budget et on va venir mettre des cost cap très bas pour en fait que Meta dépense et soit rentable. Lui, il va venir trouver une petite rentabilité puis il va dépenser, allez, 5%, 10% du budget maximum. Et le but, c'est de commencer à 50K, 100K, 500K pour qu'il dépense peut-être 10K jour, mais très rentable. Et ça, c'est une technique que nous, on faisait et que j'ai discuté justement avec l'intervenant, que l'intervenant faisait aussi, qui est refait et qui marche très bien. Et le but, c'est simplement de mettre des top winners dans une CBO, cost cap, différents cost cap assez bas. Ensuite, si ça dépense vraiment pas, augmenter le cost, le cost cap, et simplement commencer avec du budget de 50K. Et pour prévenir au cas où ça dépense, mettre une règle automatique, si jamais ça dépense, je sais pas, plus de 1K, 2K, et que le ROS est mauvais, on pose la campagne aujourd'hui. Ça, on peut le faire sur des apps comme Magic X ou Revealbot ou sur Meta. Simplement, Meta, je crois que ça pose pas aujourd'hui, ça pose tout court la campagne. Et ça, c'est un grand hack, on l'a encore lancé et ça dépense. Pour l'instant, ça dépense pas tant que ça dépense 1 KD sur du 54 budget, donc on est en train d'ajuster le bid, mais bon ROS. Tu leur recommandes à partir de combien de spend pour ceux, par exemple, qui spendent en France, qui n'ont jamais fait de cost cap ou bid cap, tu recommandes quoi exactement? Il faudrait déjà avoir 3 bons winners idéalement et spender au moins 5 KD. Ça sert à rien de le faire avant. Moi, mais évidemment 10 KD. Voilà, pour le petit hack de la fin. Banger. Ben, On merci. mettra le lien des réseaux aussi. Donc 100% podcast, je vous invite à aller regarder. T'interviews en plus des très grands e-commerçants, enfin des très bons Bah, il y a e-commerçants. plein de mecs qui sont passés chez vous, qui sont passés chez moi et inversement. Donc c'est lourd. Et puis je suis très content aujourd'hui d'être là parce que je pense que c'est bien pour ce qu'on ramène sur le marché francophone. Donc c'est pour ça les gars, essayez vraiment de donner un maximum de force en commentaire. Vous abonner parce qu'il y a plein de gens, ils vous matraquent pas sur abonnez-vous, mais vraiment abonnez-vous parce qu'il y a que comme ça qu'on arrive à avoir la data. Et moi en tant que créateur contenu aussi, bah on aime bien avoir des abonnés, c'est cool. Non, en vrai, si ça vous a plu, mes réseaux Bichente et puis voilà, directement là-dessus. Merci pour l'invitation. Grand Nico, plaisir de t'avoir Mathéo. avec plaisir. J'espère que j'ai vraiment pu donner un maximum en tout cas et que ça vous a plu. Parfait. Bah, Parfait. merci à vous les gars. Et puis allez bosser. Allez, Ciao. abonnez. Ciao, bande de